Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette deuxième conférence de la journée, donc qui sera co-animée par Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique, et moi-même, sur ce deuxième thème qui est donc la question des territoires en transition, qui veut interroger le rôle que les territoires peuvent jouer dans la transition écologique et comment peuvent-ils nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tant à l'égard de nos engagements climatiques que face à l'urgence que les scientifiques ne cessent de nous rappeler. Nous accueillons aujourd'hui pour discuter de ces sujets donc Yves Marignac, qui est porte-parole de l'association Négawatt, Monsieur Cédric Villani, qui est candidat à la mairie de Paris, et Monsieur Éric Piolle, qui est donc maire de Grenoble depuis 2014 et candidat à Grenoble en 2020 aussi. Donc si on a voulu interroger cette question aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un paradoxe, d'une part en se disant que l'échelon le plus approprié pour agir, c'est souvent le national, l'international ou l'européen, ou du moins c'est comme ça qu'on le conçoit. Et on a aussi le sentiment que parfois il nous manque des leviers d'action, que la conjoncture internationale n'est pas favorable ou que du moins ils ne sont pas efficaces assez rapidement. On dira aussi que parfois il y a un manque de volonté politique, c'est aussi le cas. Pour autant, c'est impossible de renoncer à l'action climatique et donc avec les prochaines échéances politiques des municipales, l'enjeu s'y prête, l'attente écologique est très forte et il faut apporter des réponses concrètes. Rappelez-vous encore des marches pour le climat en mars dernier qui ont réuni plus de 2083 villes à travers le monde et en France 240 villes étaient mobilisées, donc ça vous rappelle l'ampleur aussi là de l'attente citoyenne. Donc pour nous ce débat c'est l'occasion aussi d'interroger la place des territoires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cet enjeu qui est de plus en plus urgent. Et vous rappelez aussi qu'ils sont le lieu d'une politique ambitieuse, qu'ils ont aussi des compétences pour agir. Et comme le rappelait Malika Perrault, il y a plus de 70% des leviers d'action qui sont dans les territoires. Donc c'était pour ça qu'on voulait réunir nos invités aujourd'hui. Et je vais céder la parole à Géraud Guibert pour vous présenter plus en détail ces questions. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi je salue les intervenants. Yves, avec lequel on a mené très souvent des combats, des discussions depuis plusieurs décennies presque. Éric Piolle, maire de Grenoble, chacun connaît son engagement écologique très fort. Et Cédric Villani, qui souhaite être le premier maire écologiste de Paris. Et donc j'ai pu mesurer moi-même personnellement ses convictions écologistes très profondes et qui se manifestent y compris dans sa vie quotidienne et dans ses habitudes quotidiennes. Pourquoi est-ce que la Fabrique écologique est partenaire de cette journée, dont je félicite évidemment, on se félicite les organisateurs? C'est parce que le sujet nous a paru absolument majeur, le sujet de l'écologie populaire, au sens où l'écologie, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les réflexions et les analyses qu'on peut avoir, et les souhaits qu'on peut avoir, il reste une coupure entre différentes catégories de population sur les sujets écologiques. Ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais on pourrait en parler longuement, à quel point cette coupure, qui est aussi une coupure sociale, qui est aussi une coupure territoriale, et on va y venir, gêne, nuit au combat écologique, et donc poser le sujet du rassemblement populaire et de l'action des citoyens sur l'écologie nous a paru indispensable, et nous a paru très souhaitable en tout cas, et on se réjouit de l'organisation de cette réunion. La Fabrique écologique est une fondation pluraliste et transpartisane, réellement transpartisane. Ça n'empêche pas, évidemment, chacun de ses membres, c'est même recommandé, d'avoir ses propres engagements politiques. On ne présente pas se substituer aux partis politiques, on prétend en revanche apporter un certain nombre d'idées concrètes sur l'avancée de la transition écologique et énergétique. Et on est une structure ouverte à tous, donc si vous souhaitez rejoindre nos travaux, vous n'hésitez pas. Pourquoi le sujet est important? Ça a été rappelé par Laetitia, parce que 70% de l'action publique sur le climat passe par les territoires, par les collectivités locales. Et je dirais encore plus profondément parce que l'action climatique et l'action écologique, elles reposent d'abord sur des mobilisations citoyennes. On voit bien que tout ce qui marche bien, tout ce qui est réussi en matière écologique, on pourrait prendre de multiples exemples, ça passe par la sensibilisation citoyenne, la mobilisation citoyenne, la co-construction citoyenne. Et donc de ce point de vue-là, notre table ronde sera extrêmement utile
pour éclairer en particulier cet aspect-là. Comment faire en sorte d'associer au maximum, que le maximum de citoyens se mobilisent autour de ces sujets de transition écologique. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons publié une note il y a quelques jours maintenant, si ça vous intéresse évidemment, elle est tout à fait disponible sur le site de la Fabrique écologique, qui s'appelle « Communes, intercommunalité et action climatique », dans laquelle on pointe cette exigence citoyenne, de même qu'on pointe l'exigence d'utiliser le climat comme un outil de gestion, et dans laquelle on fait des propositions assez précises pour que la transparence soit assurée vis-à-vis des citoyens sur l'action climatique, le diagnostic étant que très généralement, les citoyens ne sont pas mis en mesure de mesurer exactement ce que leurs élus font en matière climatique et est-ce que, en particulier, la collectivité auquel ils appartiennent se situe dans une bonne position par rapport aux exigences des accords de Paris. Et de fait, d'ailleurs, on est obligé de constater dans la plupart des cas que les collectivités, aujourd'hui, à quelques exceptions certainement, ne sont pas en ligne avec les objectifs qu'il faudrait atteindre, qui sont certes très ambitieux, mais qui sont nécessaires, les objectifs qu'il faudrait atteindre pour respecter les accords de Paris à l'échéance 2030 puis 2050. Voilà, donc je me réjouis beaucoup de cette table ronde et je repasse la parole à Laetitia qui va poser la première question. Avant de commencer aussi, pour vous préciser qu'entre le débat et le débat avec la salle, il y aura aussi l'intervention de M. Damien Carême qui est présent avec nous aujourd'hui et qui est maire de Grande-Synthe. Donc il y aura aussi la voix des petites communes en transition apportée à ce débat. Donc pour l'ouvrir, une première question pour vous, Éric Piolle. Vous êtes maire de Grenoble depuis 2014, vous vous représentez en 2020 et vous avez engagé une action ambitieuse à Grenoble qui était de réduire les émissions de CO2 de 40% à l'horizon 2020. Et donc la première question un peu générale qu'on voulait vous poser, c'était aussi, est-ce que vous considérez que la transition écologique, elle doit commencer dans les territoires, ou au moins s'ancrer là, pour ensuite se poursuivre? Bonjour à toutes et à tous. Je crois que la question en fait, du lien de la transition écologique dans les territoires est une question qui est relative à notre conduite du changement. Il y a 10 ans, on avait encore des gens comme Claude Allègre qui nous expliquaient que dérèglement climatique, non pas du tout. On avait encore, alors que les scientifiques étaient évidemment déjà dans la même situation qu'aujourd'hui, des médias qui faisaient à peu près du 50-50 sur les articles dérèglement climatique ou climato-sceptiques. Et puis après, il y a eu une phase où finalement tout le monde a pris conscience du problème. Et puis le message, en tout cas dans tous les endroits nombreux que je fréquentais, c'était de dire il faut une gouvernance mondiale, il faut un ailleurs. Et je crois que le virage fondamental que nous avons pris ces dernières années, c'est de dire que non, nous ne pouvons pas attendre cet ailleurs qui viendrait, je sais pas, d'une élite mondiale éclairée, pour qui le système tourne aujourd'hui, mais qui réaliserait tout d'un coup que en fait, ça génère une crise sociale majeure et une crise environnementale majeure. Maintenant, nous disons que nous voulons redéfinir nos conditions d'existence. Et à partir du moment où on dit que, plutôt que d'attendre que quelqu'un nous amène la lumière de je ne sais pas où, on dit que nous voulons redéfinir nos conditions d'existence, alors, évidemment, l'échelon municipaliste est extrêmement pertinent parce qu'on vit ensemble là. On vit ensemble, on vit nos questions de vie quotidienne, le logement, la mobilité, l'alimentation, la santé. Nous vivons l'énergie, nous vivons ce rapport à la fois à l'urbain et ce rapport au grand territoire. Et donc, de fait, c'est un endroit qui est extrêmement pertinent pour changer tout de suite nos conditions de vie, pour mettre en place des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme, et pour dépasser aussi les histoires politiques ou culturelles de chacun. C'est-à-dire que là où on voit les États sous l'emprise des lobbies, voire en France, on peut se demander si ce n'est pas directement les lobbies qui ont pris le pouvoir, dans les territoires, des acteurs d'origine très différentes sont capables, parce qu'ils font quelque chose ensemble, ils ne sont pas en train de débattre, mais ils agissent ensemble, ils sont capables de laisser leur histoire de côté et du coup d'être aspirés quelque part par l'action et passer, je terminerai par là pour ne pas être trop long dans mes réponses, je suis bavard, passer finalement de
d'une articulation qui était on sait que la situation est là, mais on ne change pas. Après, on est passé à une envie, on sait et on a envie. Maintenant, l'enjeu, c'est de passer au désir de changer et au plaisir de changer. Et dans les territoires, nous faisons ce cercle vertueux de désir et plaisir qui est à la fois individuel et collectif. Parce que quand on change notre mobilité, on est tous résistants au changement, donc ça nous emmerde tous. Mais une fois qu'on a changé, finalement, on a redéfini pour nous-mêmes qu'est-ce qui était ringard et qu'est-ce qui était cool dans la mobilité. Moi, quand j'avais 18 ans, ce qui était cool, c'était d'avoir une voiture pour pouvoir emmener les copains en montagne. Et maintenant, j'espère que quand on a 18 ans aujourd'hui, ce qui est cool, c'est pas de passer son permis et d'avoir une voiture, mais c'est de se dire qu'on va avoir plein de solutions de mobilité et être très libre sans passer par l'autosolisme qui nous pollue et qui tue la planète. Donc voilà un peu les schémas, redéfinir dans les territoires, on redéfinit qu'est-ce que nous voulons vivre, et c'est pour ça que ça marche bien dans des domaines qui touchent notre vie quotidienne, la mobilité, la santé, l'alimentation, le logement et bien d'autres choses. Cédric Villani, vous avez déclaré donc que vous vouliez être le premier maire véritablement écologiste de Paris. Plus concrètement, donc, quel sens donnez-vous à cet engagement ? Merci. Un maire, c'est quelqu'un qui est dans la définition de la feuille de route et dans l'action, par opposition à d'autres mandats comme celui de député. Le maire, c'est le mandat de l'action par excellence. Et quand je dis véritablement écologiste, c'est qu'il faut bien s'entendre, et je suis d'accord avec ce que disait Éric Piolle sur les questions des enjeux. Aujourd'hui, en France, on ne conteste plus, sauf petite exception, la réalité de l'urgence climatique et écologique. Ce n'est pas seulement le climat d'ailleurs, sur les questions d'environnement, c'est aussi la question de la biodiversité, la question des déchets, la question des ressources naturelles. Et on ne peut plus dire non plus aujourd'hui qu'il n'y a pas de plan, de scénario possible. Il y a beaucoup d'institutions qui produisent des plans, des préconisations, des leviers d'action, Négawatt, RTE, ADEME, etc., le Shift Project. Il y a des leviers d'action qui sont différents, des chiffres qui sont différents d'un endroit à l'autre, mais en tout cas, il y a des plans qui sont là. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas comment faire, il y a des leviers d'action. En revanche, passer de ces plans à une action concertée, débattue, acceptée, socialement juste, c'est le grand enjeu. Et par rapport à ça, c'est un grand problème de méthode. Quand on parle de méthode politique, j'aime bien insister sur mon mantra, les 4 D, D comme diagnostic, comme décloisonnement, D comme débat ou discussion, comme vous voulez, D comme décision. Avant de décider, il vous faut tous ces ingrédients du diagnostic, des indicateurs qui vous disent où on en est et quelle est la tendance, du décloisonnement qui met ensemble les compétences variées pour qu'on soit sûr qu'il ne va pas y avoir un blocage d'une partie de la population, des acteurs, des représentants, qui, alors qu'on se met en œuvre d'un côté, d'un coup va se faire balayer, renverser par les uns et les autres. Et puis du débat, de la discussion qui fait qu'on se dit collectivement, voilà, dans notre entité démocratique, à l'échelle de la municipalité par exemple, on est d'accord pour avancer. Ces ingrédients-là, aujourd'hui, nous ne les avons pas, et quand on regarde, c'est très ravageur, quand on regarde par exemple les plans, les mesures qui ont été votées par rapport à la ville de Paris sur le plan de réduction des émissions de carbone dans la mobilité, on voit oui, il y a un objectif pour 2024, arrêt du diesel, pour 2030, arrêt de la mobilité thermique. OK. Comment on va faire en pratique? Avec quel levier? Quelle est la route? Là, on ne la voit pas. Et comment mesurer? Comment on va d'une année à l'autre faire ça? Et même, à l'échelle de la ville de Paris, ce plan, il a guère de sens, bien sûr, puisque c'est à l'échelle de la métropole entière. Communauté de vie, communauté de transport, communauté d'action, communauté de comportement qu'il faut raisonner. Sachant que les voitures qui se retrouvent dans Paris, elles viennent de partout ailleurs aussi. Donc, besoin de discuter de ce plan, d'établir les diagnostics, de l'accepter. Petite digression à l'échelle nationale cette fois. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, la loi sur la transition énergétique qui prévoyait, en matière de mix énergétique à l'échelle de la nation, on va aller vers telle et telle évolution. Sur le nucléaire, on va réduire à tel horizon, etc., etc. Et quand le ministre Nicolas Hulot arrive, il doit faire des annonces là-dessus. Après consultation de RTE, il annonce en fait, la loi, je ne peux pas l'appliquer. Inapplicable parce qu'il n'y a aucun scénario dans lequel ça va au bout. Et donc, on va repousser les objectifs. On voit ici comment quelque chose qui avait été débattu, accepté après un débat démocratique, est juste
inopérant, inapplicable, parce qu'il n'y a pas eu de discussion sur la mise en œuvre. Et quand vous regardez la discussion de la loi, vous voyez qu'il y a toute la discussion sur les objectifs et ce que ça va avoir comme conséquence au plan économique, au plan administratif, au plan légal ou ce que vous voulez, mais pas de débat sur les étapes en matière technologique, en matière scientifique, en matière de formation, le chemin qui vous permet d'aller jusque-là. Partant là, si vous n'avez pas de chemin, vous n'avez pas de moyen de contrôler année après année que vous êtes effectivement sur la bonne trajectoire, pas de moyen de rendre compte à la population de l'endroit où vous en êtes, et finalement, vous arrivez droit dans le mur. Quand on voit les revendications d'institutions comme l'association comme Extinction Rébellion, qui à un moment a bloqué les rues de Paris, avec une méthode avec laquelle on peut être en désaccord, mais une revendication qui est très légitime, c'est de dire, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, afficher, dire ce que vous faites pour le climat et où en est l'action publique. Ici, il y a ce gros enjeu, passer d'une déclaration d'intention, d'objectif, débat d'idées, à une déclaration dans laquelle on est dans l'action, on s'entend sur une route, on la met en débat, année après année, on s'entend sur les moyens à mettre en œuvre et pour rendre compte sur le fait si on est sur la bonne trajectoire. C'est ça la grande différence qu'on doit mettre en œuvre maintenant. Et effectivement, cette question se pose d'autant plus puisque nous avons aussi un ingénieur qui représente la parole aussi des scientifiques, quelque part dans ce débat. Et donc la question qu'on voulait vous poser, c'était comment justement associer l'expertise des scientifiques à la décision publique, tout à fait en lien avec ce que M. Villani disait. Merci. Bonjour à tous. D'abord, alors je ne suis pas moi-même ingénieur, mais c'est vrai que l'association que je représente, l'association Negawatt, comporte pas mal d'ingénieurs, mais pas que des ingénieurs, et c'est important de le souligner aussi. On a aussi des urbanistes, des architectes, des sociologues. Cette association, justement, elle développe depuis pas mal d'années maintenant des outils pour penser la transition. Je pense qu'on a été assez pionniers dans justement l'identification de cet enjeu, ce que nous on appelle depuis longtemps l'urgence de long terme, c'est-à-dire le fait que notre système énergétique, et on peut élargir à la question écologique plus globalement en y intégrant évidemment la biodiversité, les matières premières, etc., ce système n'est pas soutenable et donc il faut se donner des objectifs de transformation de ce système qui ne sont nécessairement qu'à long terme, mais qui appellent pour les atteindre une action rapide, volontaire, à court terme, d'où cette notion d'urgence. Et voilà, je pense qu'on a, en portant ça, mais aussi en produisant des scénarios, et notamment en 2017, le premier scénario proposé pour la France pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, donc se mettre dans les clous de l'engagement de la France dans l'accord de Paris, on a contribué à, d'une part, faire émerger une vision de long terme qui peut être désirable, qui peut du coup constituer le socle d'un projet de société à l'échelle nationale, parce que ça a été dit, je crois que c'est Éric Piolle qui a évoqué la notion de désir et de plaisir dans le changement. Cette transition, elle ne pourra se faire que si elle apparaît comme un projet positif et non pas comme une nécessité d'agir sous la contrainte. Donc, premier point, dessiner une vision réaliste à long terme, désirable. Et ensuite, tout l'enjeu d'un scénario, eh bien, c'est justement ce qu'a évoqué Cédric Villani, c'est-à-dire de pouvoir quantifier les priorités d'action, le niveau d'action nécessaire, l'ampleur, la profondeur, le rythme, et du coup de pouvoir discuter de politiques et mesures qui sont susceptibles de se placer sur cette bonne trajectoire. Et donc là aussi, Negawatt fait depuis longtemps des propositions sur des actions en matière de sobriété énergétique, donc une action sur le bon dimensionnement des services, des services que nous rend l'énergie, sur une action en termes d'efficacité de nos bâtiments, de nos véhicules, etc. Et puis sur un transfert vers les énergies renouvelables, de notre point de vue 100% d'énergie renouvelable tout à fait envisageable à l'horizon 2050. Effectivement, un travail comme celui de Negawatt, il permet d'identifier cette trajectoire, une trajectoire possible. Alors, il y a effectivement beaucoup de travaux qui posent des trajectoires, mais je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une convergence sur certains grands enjeux, tels que par exemple la rénovation thermique en profondeur de nos bâtiments, tels que la mobilisation massive de l'électricité renouvelable et de la biomasse, etc. Donc on est capable aujourd'hui de converger sur cette vision et sur ce que ça demande comme transformation, mais effectivement, ce sur quoi on bute aujourd'hui,
c'est de passer de cette notion de projet à une notion d'action. Et le cadre territorial est évidemment essentiel pour ça. C'est pas quelque chose qu'un scénario comme Négawatt touche directement, puisqu'on regarde la trajectoire nationale, mais on voit bien que toutes les actions, tous les potentiels à mobiliser sont d'abord des potentiels qui se situent dans les territoires, qui se situent dans les communes, qu'il s'agisse d'agir sur les bâtiments, qu'il s'agisse de transformer la mobilité, qu'il s'agisse de mobiliser localement les énergies renouvelables. Et je crois que cette notion de projet territorial, de projet de développement à travers la transition est essentielle, mais que, et on va sûrement y revenir, l'articulation que l'on trouve entre le national et le local, et notamment la manière dont le national doit agir, doit transformer le cadre pour permettre vraiment aux leviers d'action locaux de se déployer, est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Merci, juste un petit commentaire sur l'intervention d'Yves Varignac. D'abord, j'ai eu l'occasion d'interagir avec Yves dans le cadre d'auditions de l'Office parlementaire scientifique pour discuter d'autres questions énergétiques complexes et dans un cadre qui est beaucoup plus efficace que les auditions parlementaires habituelles parce que se fait de façon multilatérale avec tous les acteurs en face et pouvant discuter. Vous êtes d'accord que c'est beaucoup plus efficace comme ça et parce que on a justement cette possibilité donc de décloisonner et de mettre ensemble des acteurs représentant la société civile, des acteurs représentant les experts, des acteurs représentant les politiques. Si on ne met pas ces trois composantes ensemble dans le débat, on loupe quelque chose et ça fait partie aussi de les philosophies des réformes en matière de gouvernance et de démocratie que j'ai mis sur la table pour la mairie de Paris. Et mon autre commentaire, on voit bien quand on vous entend, vous parlez d'urgence de long terme, il y a une notion qui est celle d'industrialiser les questions de changement. Oui, rénovation thermique, ça doit se faire de façon massive. On sait qu'il faut le faire, c'est déjà en cours, sauf qu'il y a juste un facteur 10 à gagner, en tout cas par rapport aux rénovations du parc privé parisien. Et si on ne se met pas en tête, ok, le grand enjeu, c'est pas seulement qu'il faut le faire et tout, mais c'est comment on va industrialiser ce changement pour qu'il se fasse de façon massive dans les années qui viennent, on ne répond pas à la question. Alors, Éric Piolle, vous avez déclaré il y a quelques mois que parmi les mesures dont vous étiez le plus fier, il y avait la mise en place du plan que vous avez mis en place à Grenoble pour limiter la circulation des voitures. Et c'est vrai que je pense qu'on peut être fier de ce genre de plan. Je ne connais pas le plan exact de Grenoble, mais chacun sait en tout cas que la difficulté, parfois, que peut entraîner la mise en place d'un plan où on réduit vraiment la circulation des voitures. Est-ce que cette initiative, on peut la transposer à d'autres villes, ou plus exactement, quelles sont les leçons que vous en tirez sur les avantages, bien sûr, mais aussi peut-être les difficultés que vous avez pu connaître dans cette opération? Oui, la question de la place de la voiture relève aussi d'un imaginaire collectif. C'est-à-dire que la voiture a été, pendant large période, au moins de 30 ans, un signe de liberté qui a structuré nos espaces publics, et particulièrement à Grenoble, puisque Grenoble est passé de 100 000 à 170 000 habitants dans les 20 ans d'après-guerre, et donc au moment où la voiture, c'était trop bien. Voilà. Et donc on a structuré la ville avec le schéma général, c'était des autoroutes qui pénètrent jusqu'au cœur de ville, et puis des autoponts pour sortir de ces autoroutes. Et quelque part, la logique qui sous-tend notre action, c'est une logique à la fois autour de la mobilité, mais autour du regard sur l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public a été vu comme un espace de circulation et un espace de stimulation de notre consommation, c'est-à-dire couvert de publicité. Et ce que nous voulons faire, c'est nous déporter de cela et regarder notre espace public comme un espace de rencontre, comme un espace où on va chercher le sens, où on va chercher la rencontre. Et donc, ça induit plein de décisions. Ça induit la réduction massive, puisqu'on a arrêté le contrat avec Deco, contrat publicitaire sur l'espace municipal en 2014. Donc, nous n'avons plus de contrat publicitaire avec Deco, et nous allons franchir une étape supplémentaire majeure avec le règlement local de publicité intercommunal qui, lui, agit sur aussi les espaces privés, et qui va limiter, on a banni les 4 par 3, les 12 mètres carrés, mais on a aussi banni les 4 par 2, les 8 mètres carrés,
pour imposer une surface maximum de publicité de 4 mètres carrés. Et donc nous continuons cette bataille culturelle pour dire qu'on ne peut pas à la fois se dire que nous vivons dans un monde où la surconsommation nous inonde, nous oppresse, et où la publicité nous oppresse, et à la fois ne pas agir dans cela. Nous avons planté 5000 arbres dans le mandat. Grenoble perdait des arbres depuis 20 ans et on en plante. Nous avons lancé des programmes d'agriculture urbaine qui sont portés par des habitants. Et dans cette même logique, nous répartissons l'espace public, d'abord au profit des piétons, avec un élargissement majeur des trottoirs. Les deux vecteurs de développement de la marche à pied, c'est la largeur des trottoirs et la végétalisation. Donc il faut élargir les trottoirs et planter des arbres pour que nous, humains, qui restons des animaux, donc pas forcément adaptés à la dalle de béton, nous ayons envie, comme animal, de marcher. Et puis, effectivement, nous avons développé la place des transports en commun. On a un réseau qui est parmi les plus denses de France, plus de 200 voyages par habitant et par an, 90 millions de voyages pour un bassin de vie de 450 000 habitants. Et puis, aussi, évidemment, la place du vélo, qui est un moyen extrêmement économique de déplacement. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, ça veut dire que, de fait, l'espace de la voiture, il se réduit. Et puis, il faut aller plus loin, puisque nous avons obtenu en septembre ce qui sera une première en France, après de moult négociations, nous aurons, depuis le péage qui est avant l'arrivée à Grenoble depuis Lyon, la première voie de covoiturage sur autoroute de France à l'été 2020. Donc la voie de gauche sera réservée aux véhicules dans lesquels il y a plusieurs passagers. Aujourd'hui, il y a 100 000 véhicules qui arrivent. Le nombre de passagers par véhicule, c'est 1,04. Voilà. Avec des voitures toujours plus lourdes. Vous avez vu les chiffres à Paris, à Lyon, où la part des SUV est entre 35, 40, 45%. Donc on met 70 kg de barbac dans 1,5 tonne maintenant qui surconsomme. Donc de fait, nous avons là aussi un message et un imaginaire à porter. Et finalement, on retrouve dans notre politique autour de la mobilité ce qui anime notre projet politique. C'est-à-dire que nous avons philosophiquement décidé de quitter les rives du développement durable, des 4 piliers du développement durable, social, économique, de gouvernance et environnemental, qui ne sont, de notre point de vue, que la digestion par le système libéral de son incapacité à produire la justice sociale, si tant est qu'elle le veuille, et de son incapacité à gérer la crise environnementale. Nous avons délaissé ça pour regarder nos politiques publiques au regard d'une nouvelle boussole, qui est de dire que nos politiques publiques doivent garantir des sécurités aux habitants, donc aux habitantes et habitants du territoire, chérir les biens communs et le vivant, et nourrir notre désir de sens, qui reste le moteur le plus actif de transformation. Et donc, de fait, dans la mobilité, garantir des sécurités, c'est faire des tarifs sociaux pour la mobilité. Donc, nos tarifs, aujourd'hui, sont des tarifs qui dépendent des revenus. Nous chérissons les biens communs on a signé le premier protocole de gestion des pics de pollution, c'était en octobre 2016. Après 2 ans de négociations, on est bien tombé, puisqu'en décembre de la même année, il y a eu une pollution massive en France, et donc à ce moment-là, nous étions le seul territoire qui était prêt avec une cogestion qui n'est pas préfectorale, qui est évidemment le préfet et décideur, mais il y a un comité scientifique et d'acteurs économiques et même médiatiques qui gère sur l'ensemble du bassin de vie, donc dépassant la métropole, ce que nous faisons en matière d'empêchement de circulation de voitures et de tarification des transports en commun ou des tarifs de vélo quand il y a un pic de pollution. Donc chérir le vivant et le bien commun, et puis nourrir de désir de sens, parce que finalement ce qui change notre mobilité, encore une fois, c'est maintenant quand je vois le week-end, là, ces derniers week-ends, ça fait plusieurs fois que je croise des groupes de femmes à vélo, et en fait on a des stages de remise en selle, et ces stages de remise en selle, on a une chance à Grenoble, c'est que vous savez, il y a un danger dans cette mobilité, évolution de la mobilité, c'est de faire une mobilité pour, on va dire, des gens bien portants, généralement hommes. À Grenoble, ça n'est pas le cas, puisqu'on a plutôt une surreprésentation des femmes à vélo, donc ce qui est positif, et on fait aussi des stages de remise en selle, qui fait que ça fait plaisir de voir que c'est un outil de liberté, et que le vélo devient un outil de liberté, là où avant, peut-être que les gens étaient contents de passer 1 heure dans la voiture à écouter la radio, en se disant que c'était le summum de la liberté de pouvoir fumer dans sa voiture en écoutant la radio. Et c'est extrêmement économique.
Et donc, nous attendons la prochaine enquête mobilité pour voir aussi quelle est la part de déprise de la voiture, puisque évidemment, il faut lutter contre l'autosolisme, être tout seul dans sa voiture, et il faut lutter contre la propriété privée individuelle de la voiture. C'est un changement qui n'est pas facile à faire. La dernière fois, c'était les derniers chiffres que l'on a, c'est en 2012, c'est 65% des ménages grenoblois qui avaient une voiture. Depuis, on espère que les choses ont changé. Je pense, il y en a au moins un, puisque moi, j'ai plus de voiture depuis 4 ans. Et en ayant 4 enfants, j'aurais jamais imaginé, il y a 10 ans, ne pas avoir de voiture. Et en fait, on s'en sort très bien et on divise sa facture de voiture par 2 en utilisant l'autopartage. Donc, ça marche très bien. Et donc, on attend cela en regardant avec envie des villes comme Copenhague, où le taux de possession de voitures, c'est 22%. Donc on voit qu'on a encore un horizon, juste en étant suiveur des endroits de la planète qui ont été un peu plus avancés sur certaines thématiques. Je précise en disant que moi je suis ingénieur, mais que justement je pense que le virage de l'écologie politique aujourd'hui, pour que ce soit une force de transformation, c'est de sortir de cette histoire, de muter un peu de cette histoire de l'écologie politique qui était scientifique, féministe, autogestionnaire, et qui a amené plein de choses, mais c'est ça notre histoire scientifique, féministe et autogestionnaire, pour aller effectivement vers une écologie qui soit populaire, d'inspiration et qui change nos conditions de vie du quotidien. Merci. Très bien. Monsieur Villani, à Paris, du coup, les mêmes questions se posent et peut-être avec encore plus d'urgence. Et donc, pour vous, qu'est-ce qui vous semble primordial à Paris pour lutter contre nos émissions de CO2 et qu'est-ce que concrètement vous imagineriez pour Paris ? Bien sûr, à Paris, on a tous les problèmes tels qu'ils sont là décrits et en plus compliqué encore. D'abord, c'est encore plus encombré, plus de concentration et puis, bon sang, une gouvernance qui n'est pas à la hauteur. Paris, c'est l'endroit où le millefeuille administratif français atteint son paroxysme, l'endroit où, sur certains sujets, vous devez aligner 4, 5, parfois même 6 niveaux de décision dans l'agglomération parisienne en général, entre les communes, intercommunalités, métropole, département, métropole, la région et parfois l'État. Et le jeu des batailles politiques entre les uns et les autres, le jeu des différentes analyses entre les uns et les autres, les différents conseils, est complètement délétère. Du côté de l'agglomération parisienne, sur quoi il faut travailler ? Bien sûr, oui, M. Piolle évoquait les transports. On a besoin de davantage de transports en commun, davantage de structures pour les vélos, davantage d'infrastructures et de moyens pour le covoiturage. Problème majeur, autosolisme, comme on sait, le coefficient de 1,04 que vous évoquiez tout à l'heure, M. Piolle, ça doit être à peu près le même genre qu'on a en région parisienne. Et il suffirait de l'augmenter de pas tant que ça pour avoir une situation qui change de façon importante sur la congestion. Ça veut dire des infrastructures de transport en commun et ça veut dire aussi favoriser, faciliter le covoiturage. Soit avec des entreprises qui s'occupent de ça, ça fait partie des choses que j'ai annoncées dans le programme pour Paris, le développement de solutions de covoiturage à la demande, en micro-transit comme on dit, comme ça a été installé à Berlin avec la société Via. Mais on a besoin aussi de voies qui sont réservées, de voies qui peuvent éventuellement changer d'orientation, de direction en fonction des heures de la journée pour s'adapter. Ça, c'est le volet transport. Et puis, on a besoin, bon sang, des infrastructures de transport à grande échelle pour lesquelles le réseau Grand Paris Express, à l'échelle grand parisienne, va apporter une contribution essentielle. Ça changera le visage de la mobilité à grande échelle. Il faudra rebondir dessus avec des parkings, avec une politique qui permette de passer d'un mode de transport à un autre, de la voiture au Grand Paris Express en particulier. On a besoin de politiques de rénovation thermique, je disais tout à l'heure, par rapport à ce qui est fait en ce moment, il y a un facteur 10 à gagner environ. Il y a bien sûr le parc public, mais il y a aussi le parc privé qu'il faut adresser. On a besoin systématiquement de se demander comment, chaque fois qu'on fait la rénovation, comment profiter pour accroître la part d'énergie renouvelable, comment diminuer les questions de rejet. On doit faire ça aussi avec l'objectif, l'enjeu social en jeu systématiquement.
rénovation prioritaire des passeurs thermiques, c'est à la fois un enjeu pour l'environnement et un enjeu social. On a besoin de travailler sur les questions d'empreinte carbone pour l'alimentation, et en particulier en priorité dans la restauration collective, travailler sur les circuits courts, sur le développement du bio, aussi bien pour des questions de bilan carbone que pour des questions d'équité par rapport à la production, par rapport à la rémunération du secteur agricole, en se souvenant que l'écologie, ce n'est pas juste le bilan carbone, c'est aussi la répartition harmonieuse des liens entre les uns et les autres, entre les humains et le territoire, entre les humains et les humains. On a besoin de travailler sur les questions de végétalisation, pour des questions d'îlots de chaleur. On a vu la très grande canicule, la très grande période de canicule de l'an dernier. On a eu une anticipation de ce que ça pourra être de temps à autre quand le dérèglement climatique sera encore plus important, et la nécessité d'utiliser aussi l'aménagement, la végétation pour lutter contre ça. Et puis aussi tout simplement parce qu'il y a une demande très forte de la part des citoyens pour plus de végétation, plus de vert, le sentiment, la sensation de pouvoir se raccrocher à ça dans un monde qui est ressenti comme de plus en plus éloigné, coupé, fracturé par rapport à la réalité de l'environnement. Voici quelques-unes des pistes d'action. Une petite mention particulière pour le vélo, sur lequel vous avez insisté, M. Piolle, évidemment. Aujourd'hui, notre part modale de vélo dans Paris est ridicule, c'est peut-être 4-5%. Ça pourra se concevoir, se travailler que si on a des pistes cyclables qui sont réalisées en temps et en heure. C'est vraiment une question d'efficacité qui dépasse le périphérique, qui soit encore à l'échelle métropolitaine, qui soit vraiment en continuité. Le simple fait d'arriver dans une piste cyclable sur une place où tout est mélangé et qui est dangereuse pour un vélo, il suffit d'un morceau pour tuer l'intérêt de la piste cyclable, et qui viennent aussi pour soulager le trafic souterrain dont on sait qu'il est extrêmement engorgé à Paris. Oui, peut-être un petit mot de réaction par rapport à la question de la gouvernance. Parce que tout à l'heure, je me rends compte que je n'ai pas tout à fait répondu à la question, est-ce que c'est difficile de changer? La réponse est oui, clairement. Nous, quand on a lancé notre nouveau plan de circulation, évidemment, on a eu des oppositions majeures. Les commerçants, pour qui c'est déjà difficile entre Internet et les grandes surfaces de périphérie, qui continuent de se développer, les commerçants étaient extrêmement inquiets, et puis après pour tous, on est tous résistants au changement. Donc de fait c'est compliqué, et je rapproche ça, et donc il faut par moment accepter de traverser des périodes qui secouent, parce que en fait la transformation a besoin de cela. Et je rapproche ça, alors moi je suis pas parisien, ce qui fait que je suis toujours ébahi quand je viens ici de voir ces bâtiments, mais ce que je vois de l'extérieur, c'est que la transformation des voies sur berge, typiquement, qui a été portée par Anne Hidalgo et aussi, évidemment, c'est les écologistes qui sont dans son conseil municipal, cette transformation qui a fait beaucoup parler à l'échelle de la France, quelque part, c'est se coltiner la réalité, c'est se coltiner le fait qu'il y a des intérêts divergents et qu'une bonne méthode pour que tout le monde, finalement, soit content de changer, ça existe assez peu. Il y a un moment, il faut affirmer des choses. Et ce qui a été affirmé là par la maire de Paris et son conseil municipal, c'est que, voilà, il y a une volonté de changement, et puis finalement, quelques années plus tard, en tout cas nous, c'est comme ça que ça se passe à Grenoble, il y a plein de gens, y compris des commerçants, qui viennent nous dire, bon, ok, en fait, vous nous avez fait réfléchir quand même, et puis en fait, c'est pas si pire. Voilà. Et puis la catastrophe attendue n'est pas là. Alors évidemment, pendant les travaux, ça a été dur pour le commerce. Là, on est en train de sortir doucement de cette période de travaux. La vacance commerciale, donc le nombre de magasins vides a augmenté un petit peu. On a pris 2 points. Là, dans les 6 derniers mois, ça a baissé. On a un observatoire qui montre que ça rebaisse. Et les villes qui ont fait cela avant, ça a été plutôt favorable à ce commerce de proximité, et très favorable à la pollution de l'air, et très favorable au changement de mobilité. Donc il y a un moment, il faut juste se coltiner la réalité. Et ça me fait rebond aussi sur un autre sujet qui va me permettre d'évoquer une question qui m'a été adressée dans l'étape d'avant le débat de 10 à 12, mais j'étais en train de faire des interviews, sur la question de la réhabilitation du logement. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire qu'il y a à la fois cette ambition que je viens d'entendre, de réhabiliter massivement les logements, et notamment les logements publics, et de regarder la politique qui est mise en œuvre par La République En Marche. C'est que cette politique qui est mise en œuvre aujourd'hui, c'est
une attaque majeure et sans précédent sur le logement social. Je vous donne juste un exemple. Moi, je suis président du bailleur social qui a 100 ans de Grenoble, 12 000 logements. J'ai choisi cette présidence. C'est la première fois qu'il y avait un maire qui était président depuis la création en 1920. Parce que le logement social est un bien commun, parce que c'est fondamental, et donc je veux que dans le temps que j'y consacre, on traduise ces priorités. Et bien ce bailleur social, il fait à peu près 55 millions de loyers, il génère 2,5 millions d'excédents, donc d'exploitation qui lui servent à réhabiliter les logements et à créer des nouveaux logements. Les décisions du gouvernement en 2018, la ponction pour nous a été de 5,1 millions d'euros. Et cette année, on va monter à quasiment 6 millions d'euros. C'est-à-dire là où les locataires du logement social finalement créaient un pot commun de 2,5 millions pour développer le logement social, le gouvernement en a pris plus du double. Ce qui fait que non seulement ça a ramené ce pot commun à zéro, mais qu'on a été obligé de faire des économies. Sur quoi on fait des économies quand on est un bailleur social? Sur la masse salariale un petit peu, et puis sur la maintenance des bâtiments. Il n'y a pas de secret. Et donc on touche là à des contradictions fondamentales, c'est qu'on ne peut pas à la fois vouloir privatiser et finalement attaquer ce modèle du logement social et se dire que ça va être un bien commun. Et ça me permet de rebondir sur ce fait de se coltiner la réalité, puisqu'il y a un débat à Grenoble vif, avec un collectif très vif, qui s'oppose à la démolition d'un bâtiment dans notre plan de rénovation urbaine, qui est dans le quartier de la Villeneuve, très symbolique d'un urbanisme très ambitieux des années 70, très utopique. Quand nous sommes arrivés en 2014, le projet d'équipe de nos prédécesseurs, c'était une démolition massive et puis donc de centaines et de centaines de logements pour, grosso modo, abattre plus d'un tiers des logements qui étaient dans ce quartier qui est assez extraordinaire, qui n'est pas un quartier de banlieue, hein, il n'y a pas de banlieue à Grenoble, nous sommes un territoire tout petit encerclé de montagnes. Et donc, quand on est arrivé avec notre projet qui est de dire, nous, on est opposé aux démolitions de logements sociaux parce que c'est du bien commun, parce que le coût public est aberrant. Démolir un logement social là-bas, ça a été fait par l'équipe précédente, 60 000 euros par logement. Reconstruire un logement social à Grenoble, c'est environ 150 000. Donc une démolition-reconstruction, c'est 210 000 euros. Là où une réhabilitation, même massive, thermique comme on les fait, c'est 90 000 euros, ce qui est colossal, mais vous voyez bien l'écart entre 210 000 euros d'argent public nécessaire et 90 000 euros d'argent public. Plus le traumatisme, évidemment, qu'on connaît tous dans les démolitions, sur les déménagements, etc. Donc, nous nous sommes battus contre cela. Nous avons présenté un premier projet en juin 2016, et le comité d'engagement de l'ANRU, qui valide les projets, a dit non. Voilà, ça ne marche pas parce que finalement, il n'y a pas de démolition, pas assez de démolition, qu'il n'y a plus que la démolition de ce bâtiment-là, qui était un point de relax, on va dire, de négociation. Donc, c'est non. Et donc, on est reparti, et puis on a fait 2 ans de travail de pèlerin à aller voir chaque membre du comité d'engagement pour leur expliquer le projet, leur expliquer le pourquoi du comment, et finalement repasser 2 ans plus tard, et cette fois-ci, gagner ce projet. Et donc, nous démolissons effectivement 100 logements, c'est un point de crispation, ok, mais à l'inverse, on est sorti de ces démolitions massives et nous obtenons là des financements, 450 millions d'euros de financement pour réhabiliter 1300 logements sociaux, 350 logements privés, et c'est fondamental dans les quartiers populaires de réhabiliter les logements privés, parce que les gens qui y sont des copropriétés très précaires, et finalement, on se coltine la réalité. Donc, il y a eu un référendum organisé par ce collectif, 500 votants, 350 donc, favorables à la question qui était êtes-vous contre les démolitions de logements sociaux? Donc, effectivement, je suis contre aussi les démolitions de logements sociaux. Est-ce que pour autant il faut à un moment avoir un point de négociation pour pouvoir avancer sur la question? La réponse est oui, et nous portons ce projet, et de même que de très nombreux habitants du quartier portent ce projet. Mais c'est là que, vous voyez, quand on passe de l'écologie comme exercice du pouvoir et non plus comme contre-pouvoir, eh ben on se coltine à la réalité et on cherche le chemin qui permet d'avancer dans des objectifs majeurs pour le quotidien des habitantes et des habitants. Je propose qu'on passe au dernier thème, avec chacun une question et peut-être une réponse relativement courte pour que vous ayez tous possibilité de prendre la parole si vous le souhaitez. Comment donc envisager l'avenir, en commençant peut-être par Yves. Dans les scénarios négawatts, qu'est-ce qui te paraît, pour des collectivités locales, pour des communes, pour des intercommunalités, qu'est-ce qui te paraît
les 2 ou 3 points clés pour l'avenir, pour réussir une politique de transition écologique. Alors, je vais avoir du mal à faire une réponse très courte autour de ça, mais je vais peut-être rebondir sur deux sujets qui viennent d'être assez largement abordés et qui sont effectivement essentiels, celui de la mobilité et celui de la rénovation thermique des bâtiments. Sur la mobilité d'abord, hein, je crois que les scénarios comme celui de Negawatt montrent bien que d'abord l'action sur l'efficacité des véhicules, qui est absolument nécessaire et elle n'est pas suffisante aujourd'hui, et même l'action sur la transformation des véhicules en allant vers l'électrique ne sont pas une réponse suffisante aux enjeux de la neutralité carbone et plus largement de la soutenabilité, notamment vis-à-vis des questions de réseau et de matières premières, batteries, quand on pense à une généralisation du transport électrique. Et donc, on voit bien que la vision que porte aujourd'hui le national, le gouvernement, qui est grosso modo de proposer la substitution du modèle véhicule familial, la grosse berline, etc., diesel, par un véhicule familial électrique, n'est pas la réponse à long terme sur la question de la mobilité. Et les exemples qui ont été donnés montrent bien la capacité de grandes villes comme Paris ou Grenoble à agir localement sur cette question et du coup à contribuer à une transformation de l'imaginaire qui me semble essentielle. Mais il est indispensable aussi que cette transformation percole au niveau national pour permettre plus d'actions au niveau local. Et là, je pense moins aux grandes communes qu'aux petites, y compris dans les territoires ruraux où la dépendance à la voiture est extrêmement prégnante et à mon sens d'ailleurs est la raison première de la crise des gilets jaunes. C'est pas l'augmentation de la taxe sur le carburant, c'est la manifestation à travers ça d'une dépendance énorme des ménages à l'automobile pour se déplacer, accéder à des services de plus en plus éloignés, des commerces de plus en plus éloignés. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement agir. Donc voilà, les municipalités, elles ont vraiment par rapport à ça des leviers d'action à mobiliser sur l'aménagement du territoire, sortir des logiques de diversification à outrance des différents quartiers, etc., retrouver de la mixité fonctionnelle dans l'aménagement du territoire, retrouver de la densité. Les pouvoirs publics au niveau national doivent aussi réimplanter des services là où pendant des décennies on les a retirés parce que les territoires n'étaient pas suffisamment denses et qu'on considérait ça pas suffisamment rentable. Et puis les communes, elles peuvent aussi agir plus largement sur tout ce qu'on pourrait appeler l'économie du partage, donc favoriser le covoiturage, favoriser aussi des lieux de coworking, favoriser peut-être, et ça fait le lien avec la question du bâtiment, des enjeux de recohabitation, colocation étudiante, location par exemple de jeunes travailleurs dans des pavillons qui ne sont plus occupés que par une personne âgée seule, etc. Parce que sur les bâtiments et la maîtrise thermique des bâtiments, il y a l'enjeu de la rénovation sur lequel je dis un mot dans un instant, mais il y a aussi, et ça c'est les exercices prospectifs comme Negawatt qui le montrent, un enjeu de maîtrise des surfaces. On a aujourd'hui une tendance à la décohabitation du fait d'une évolution des familles sur laquelle il n'est pas question, en tout cas pour nous, de vouloir agir, mais ça se traduit par des besoins de surface de plus en plus grands. Et donc il y a besoin aussi de politiques publiques pour maîtriser ça et encourager, comme je le disais, de la colocation. Et puis, dernier point, la rénovation thermique. Là, ça se joue évidemment au niveau local et les collectivités, les municipalités ont un rôle essentiel à jouer. Simplement, elles ne peuvent le faire utilement parce que les moyens à mobiliser ne sont pas à leur échelle. Elles ne peuvent le faire que dans un cadre qui est bien posé au niveau national. Et là encore, aujourd'hui, on a un cadre qui incite fortement à des rénovations par étapes, par petits bouts. On va vous attribuer une aide juste pour changer quelques fenêtres. On sait que cette approche-là de la rénovation n'est pas pertinente du point de vue technique, du point de vue économique, pour atteindre l'objectif d'une rénovation complète, performante de l'ensemble de nos bâtiments entre aujourd'hui et 2050. Donc on sait qu'il faut mettre en place des mesures, des outils pour réaliser d'un coup
ces opérations complètes et performantes. On a des solutions techniques pour ça. On a aujourd'hui des solutions et Negawatt a contribué là encore à développer ces approches pour organiser des groupements d'artisans qui du coup savent agir de manière opérationnelle sur l'ensemble des gestes nécessaires à ce type de rénovation. Et on a aussi des outils pour le financement. On sait aujourd'hui, en tout cas pour les bâtiments où la performance énergétique est la moins bonne aujourd'hui, par un tiers financement garantir un équilibre en trésorerie pour les occupants en rémunérant en fait un prêt sur les économies d'énergie réalisées. Donc tous ces outils existent, mais il faut absolument que le national donne un cadre, donne une direction, introduise aussi probablement progressivement une obligation. Si on n'a pas ce cadre national, les communes peuvent agir, mais elles n'ont pas tous les moyens d'agir au niveau nécessaire. Et Monsieur Villani, vous avez déclaré lorsque Nicolas Hulot est rentré au gouvernement, l'inviter au gouvernement, c'est une prise de risque. Ils savent bien que s'il n'y a pas une vraie action dans ce domaine-là, Nicolas Hulot partira et décrédibilisera le gouvernement sur le sujet. Et donc notre question pour l'avenir, justement, et pour cette coordination de tous les échelons, c'est est-ce qu'on peut encore compter sur le gouvernement Macron pour aider à la réduction de nos émissions ? Qu'on soit clair, vous m'invitez ici en tant que porte-parole du gouvernement, c'est ça? Non, pas du tout. Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas exactement ce qui est arrivé dans mon actualité ces derniers mois. Bien sûr. Mais quand vous parlez de Nicolas Hulot, quand Nicolas Hulot est parti du gouvernement, c'est exactement à ce moment-là qu'on a décidé, avec Mathieu Orphelin et avec une poignée d'autres députés, de fonder un collectif interpartisan pour travailler là-dessus. On l'a appelé Accélérons parce qu'il s'agissait d'accélérer la transition énergétique, la transition environnementale et solidaire. On organise à l'Assemblée régulièrement ces débats. C'est le seul truc entre... Alors, tous les groupes parlementaires ont accepté de participer, sauf la France Insoumise. Et tous, aujourd'hui, sont là occupés, parfois, à signer des actions, à pousser des sujets. C'est dans le même état d'esprit aussi que j'ai déposé récemment une proposition de loi avec Delphine Batteau et Mathieu Orphelin sur les questions de l'obligation pour toutes les institutions d'enseignement supérieur d'avoir dans leur cursus des modules, des cours, des formations de sensibilisation au climat, à l'environnement, aux questions d'urgence environnementale en général. Et dans tous ces cas-là, ce sont des actions dans lesquelles qui se faisaient de façon indépendante du gouvernement et dans certains cas, comme la proposition de loi, en allant explicitement à l'encontre des règles du groupe République En Marche. Sur ces questions, il ne faut pas se laisser enfermer dans le débat partisan, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et ces questions d'environnement, ça devrait être l'affaire de tous les partis. République En Marche, gauche, droite, c'est dans cet esprit-là que j'ai travaillé au Parlement ces derniers temps. Pas toujours avec succès, mais toujours avec effort. Sur les questions que vous évoquez, sur la grande question de la gouvernance à tous les niveaux, j'en profite pour dire, ouais, c'est pas que la question entre l'État et les communes. M. Piolle a raison, c'est aussi la question de se coltiner avec la réalité, avec les citoyens. Et sur les voies sur berge, il suffit d'être en campagne pour voir que le débat n'est pas clos. Alors aucun des principaux candidats à l'élection ne remettra en cause le principe de cette voie sur berge, bien sûr. On voit que c'est un bel espace qui a été approprié, qu'on devrait aménager encore davantage et sur lesquels il y a de la vie qui se fait, sur lesquels il y a des activités qui sont un vrai progrès. On voit en revanche qu'on a eu une détérioration du rapport entre Paris et les communes voisines à cette occasion-là, détérioration du rapport entre Paris et la région et détérioration du clivage entre les Parisiens. Ça m'est arrivé plus d'une fois de me faire interpeller par quelqu'un dans la rue me disant « Monsieur Villani, je vote pour vous demain si vous me dites que vous rouvrez les voies sur berge à la circulation ». Et quand je dis plus d'une fois, c'est le dire, le truc est encore présent. Et un chanteur célèbre, je ne vous dirai pas qui, mais un des plus célèbres chanteurs en France qui me l'a dit exactement ça. Le seul moyen de gagner l'élection, c'est de rouvrir
les voies sur berge à la circulation. Et on est là, il ne faut surtout pas minimiser, à Paris encore plus qu'ailleurs, ces questions de gouvernance, la façon dont on prend les aspirations des citoyennes en jeu. Puisqu'on est à pointer les contradictions, je vais parler aussi de dossiers sur lesquels on a vu des initiatives ou des questions citoyennes, ou des initiatives de la base qui n'ont juste pas été reprises à l'échelle de la municipalité. Tepé-Ménilmontant, dans le 11e arrondissement, on est là sur un projet qui était l'espace vert partagé, des actions en commun dans un objectif de développement écolo, avec à la fois des activités de compost, des activités, des questions de biodiversité, tout ce que vous voulez, et qui s'est retrouvé dans le cadre d'un conflit important avec la municipalité, voulant bétonner l'un des très rares espaces verts dans le 11e arrondissement, qui est le plus minéral de tout Paris. Sur les questions d'alimentation bio, le meilleur arrondissement de loin sur la question de l'alimentation des cantines, c'est le 5e arrondissement. Circuit bio à plus de 70%, circuit court avec une très belle relation entre la municipalité d'arrondissement et les producteurs, des relations directes et une confiance établie depuis des années, et puis une vraie volonté d'être là-dessus exemplaire, avec des menus qui sont à la fois la meilleure qualité dans les arrondissements parisiens et un prix qui est tout à fait dans la gamme. Est-ce que ça a été généralisé à la municipalité? Non. Et quand vous interrogez les gens qui sont dans le projet, caisse des écoles et tout ça, et que vous leur demandez pourquoi ça ne généralise pas, ils vous répondent très simplement, on est une mairie d'opposition, un arrondissement d'opposition, tout ce que nous faisons est suspect et freiné par la municipalité centrale. Et ces questions de gouvernance, elles sont à tous les niveaux, aussi dans les rapports entre les arrondissements et la mairie centrale, aussi dans la façon dont les collectifs citoyens sont repris par la mairie. Alors, Éric Piolle, vous avez souvent déclaré et critiqué le modèle français de centraliser, le modèle vertical des territoires sous tutelle. Je veux dire que personnellement, d'ailleurs, je partage totalement cette critique. Nous avons beaucoup travaillé à la Fabrique écologique sur les décentralisations. Qu'est-ce que, aujourd'hui, quel serait en termes d'échelon de décision, si vous aviez une ou deux recommandations fortes, est-ce qu'il faut une nouvelle étape et sur quoi? Quel est le problème de l'articulation entre l'action de l'État et l'action de la collectivité? Vu votre expérience maintenant d'action municipale, c'est quoi aujourd'hui les sujets essentiels dans ce domaine? D'abord, dans le domaine institutionnel, François Hollande a un peu tué le jeu quand même. Hein. C'est-à-dire que partir d'un constat qui est de dire, bon, il faut un échelon local, communal, intercommunal, un échelon régional, et donc la commission qui dit qu'il faut faire disparaître les départements, et puis on dit, sur la base de ce constat, élargissons les régions. Celui qui va se retaper le boulot pour aller essayer de supprimer les départements, bien du plaisir, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'élargissement des régions a renforcé le département parce qu'on a besoin de proximité. Vous êtes d'accord qu'il faudra le faire un jour? Ou personnellement, je pense qu'il faudra le faire un jour. Oui, mais il y a des moments où en fait, il y a quelqu'un qui a tué le jeu pour quelques années. Oui, c'est un peu comme, je sais pas moi, les 35 heures avec la semaine de 4 jours. Une fois que vous avez fait les 35 heures, l'étape pour passer à la semaine de 4 jours, ça va être un poil plus long. Aujourd'hui, on vit dans un mouvement qui est ultra jacobin. On vit une période de recentralisation comme on n'en a pas connu depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que le pouvoir est ultralibéral et que tous les pouvoirs ultralibéraux sont centralisateurs, par définition. Parce que le pouvoir local est un pouvoir de résistance qui se base justement sur la vie quotidienne et donc il faut lui casser les pattes. Donc nous avons perdu, nous, ville de Grenoble, un mois de budget. Supprimé. Et depuis, on nous fait un contrat pour imposer une limitation de notre évolution de dépenses et on nous fait des contrats pour tous les ministères débarquent comme si nous étions leur opérateur. Et donc il y a là un mouvement majeur de recentralisation qu'on voit aussi avec la casse des systèmes paritaires, les retraites, le chômage, etc. Derrière, il y a une philosophie politique qu'on retrouve dans tous les systèmes ultralibéraux. Les systèmes ultralibéraux sont jacobins, je pense c'est important de le rappeler, cassent tous les systèmes paritaires et cassent tous les systèmes locaux qui sont par définition des systèmes de référence. Donc je crois que le combat pour des territoires qui puissent se prendre en charge est fondamental et l'étape majeure, d'abord une petite incise quand même sur les voies sur berge, vous l'avez dit vous-même, il n'y a personne qui va reproposer
de remettre des voitures sur les voies sur berge. De même qu'à Grenoble, il n'y a personne qui va reproposer de dire tiens, bon, on s'est battu contre toutes leurs propositions. Une fois qu'on ne pouvait plus se battre contre ces propositions, on a dit ok, il faut réduire la place de la voiture, mais la méthode n'est pas la bonne. Mais une fois qu'on fait ça, il n'y a personne qui va arriver en disant ben moi, si je suis élu, je vous promets de remettre des voitures partout dans les rues piétonnes. C'est juste qu'il y a un moment, il y a eu un fer de lance et c'est une victoire, effectivement, de faire changer les mobilités et que par moments ça crispe. En échangeant avec le maire de Copenhague, on a l'impression que c'est le paradis du vélo, ça l'est, mais à chaque nouvelle étape, eh ben, quand il bouge, il reçoit des menaces de mort. Donc on a l'impression que c'est le paradis du vélo, ça l'est, mais ça n'empêche pas les mouvements de résistance du changement. Donc je pense que c'est important de mesurer ça et donc de regarder finalement la question centrale pour répondre à votre question, de quoi faire pour l'avenir. La question n'est pas tant une question de solutions techniques, les solutions techniques on les a, la question est une question finalement de philosophie générale et de se dire ou bien on attend que gauche, droite, République en marche, etc. fassent la voiture balai et disent qu'il y a tellement tout le monde qui pense que c'est comme ça que nous aussi on pense que c'est comme ça. Et donc ça c'est le système de la voiture balai avec des institutions qui sont toujours en retard. Ou bien on se dit en fait qu'il faut changer les rapports de tous ces contre-pouvoirs qui ont envie d'autre chose et qui se disent qu'au lieu de rester dans une logique de contre-pouvoir, lanceurs d'alerte ou éventuellement supplément d'âme ou combattants du pouvoir, et ben tous ensemble, en fait, c'est le pouvoir. Donc changer nos rapports aux institutions. Ça, c'est ce qui a été le plus exigeant en fait pour gagner Grenoble. Ce qui a été le plus exigeant pour gagner Grenoble, c'est juste de se dire, tous ensemble, en fait, alors qu'on a tous une histoire de mouvement citoyen ou politique de contre-pouvoir, tous ensemble, en fait, nous sommes une majorité, et nous sommes une majorité culturelle qui pouvons donner une majorité politique à l'ensemble des habitants. Et donc, c'est un changement qui est majeur. Donc, je crois que les deux choses centrales pour notre avenir, l'approche, c'est ce changement de culture, de dire que nous ne sommes pas des contre-pouvoirs, nous sommes en fait un pouvoir en devenir, et que la question c'est de dire comment on arrive à se mettre au service tous d'un projet commun tout en gardant notre spécificité et nos diversités, première chose. Et deuxième chose, quelle articulation, une fois qu'on a réussi à prendre le pouvoir, donc à changer, pouvoir se mettre en situation de changer le système de l'intérieur, quelle articulation entre les institutions et la société civile. Et ça c'est complexe. Pour moi je me suis engagé politiquement très tard, donc je viens de cette société civile engagée, et ben, du jour où on est élu, on a l'impression que vos copains d'avant, ils ont l'impression que vous venez juste d'accepter un contrat chez Monsanto. Ben oui, c'est ça, et en toute franchise, il n'y a pas de malice. Et puis ceux qui sont élus, ils disent, bon, les copains militants, là, ils sont aux fraises, parce que nous maintenant, on voit comment ça se passe, et donc on sait comment il faut faire. Et en fait, ce dialogue est très compliqué à mettre en œuvre, hein, et à la fois pour déconstruire de ceux qui ont réussi à prendre le pouvoir, de se dire, ben non, les militants, la société civile, c'est toujours ça qui est le fer de lance, c'est toujours là que ça se passe, et c'est toujours finalement là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et pour les militants, de se dire, ben en fait, on a des objectifs partagés et on peut rester à notre place tout en cherchant les points de convergence pour pousser le plus vite possible nos intérêts communs. Et je crois que les deux enjeux, c'est ça, que nos logiques de contre-pouvoir s'arrêtent pour qu'on se dise qu'en fait, nous sommes potentiellement la majorité politique d'une majorité culturelle qui a envie de vivre différemment, qui ne se vit pas dans la surconsommation, hein, qui ne vit pas comme un être humain compétitif, c'est pas le but de la vie d'être compétitif. Et deuxièmement, que nous arrivions à articuler ce rapport entre la société civile engagée, tous ces mouvements d'ONG, tous ces mouvements de jeunesse, et les institutions quand on arrive à les gagner pour pouvoir aller plus vite au lieu de se parpiller entre nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois encore une fois pour ce débat et c'est le temps aussi de donner la parole à Damien Carême, donc, comme je vous le disais, maire de Grande-Synthe, qui est aussi là pour porter la voix des petites communes en transition et qui souhaiterait apporter quelque chose à nos questions du jour. Oui, merci de me donner quelques minutes. Merci. Je ne vais pas conclure et revenir sur les propos des uns et des autres parce que chacun est dans sa partie. J'ai été maire pendant 18 ans d'une commune, effectivement, puisque le thème c'est l'écologie populaire, d'une ville populaire
construite uniquement pour les besoins de l'industrie française au début des années 60 et qui subit aujourd'hui les affres de la désindustrialisation, puisqu'elle compte 28% de chômage et 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et la seule réponse que j'ai trouvée pour assurer de la dignité et du bien-être à ses habitants, c'est l'écologie. C'est la réponse écologique dans tous les domaines, des compétences d'une collectivité, dans le logement, dans l'énergie, dans les transports, dans l'environnement, dans la biodiversité, dans l'alimentation, dans l'agriculture. Voilà, ça, ce sont tous les champs sur lesquels le maire peut agir d'une collectivité. Et il lui faut à un moment de l'audace, du courage, ça a été dit tout à l'heure, pour affronter et mettre en œuvre. Et puis il faut aussi dépasser ce qu'on avait l'habitude de faire. Et donc aussi, le dernier point, c'est avoir de la cohérence. On ne peut pas se dire élu écologiste si on soutient le développement d'un grand centre de commercial. Je vais le dire pas méchamment, mais on ne peut pas dire écologiste à Paris si je soutiens Europa City. Parce que ce n'est pas cohérent. Parce que je ne peux pas faire de l'écologie ici. Mais quand je le dis comme ça, on peut reprendre partout en France. Là c'est parce qu'on est à Paris et que c'est à côté et qu'il a été abandonné, le projet Europa City. On ne sait pas ce qui va être bétonné à la place, mais pour l'instant, c'est une partie qui a été gagnée. Et ça, c'est important aussi pour recréer la relation de confiance avec les citoyens, parce qu'elle est indispensable si vous voulez les amener sur une autre voie. L'autre voie, c'est quoi? Moi, c'est celle que j'ai prise aussi sur mon territoire. Il y a un projet, pourtant, vous voyez, 28% de chômage. Il y a un projet de développement du port de Dunkerque. Ok, on se dit, c'est bien, il va se développer, il va créer de l'emploi, c'est bien pour l'agglomération. Sauf que ce projet qui nous dit qu'il va créer 6 000 emplois, mais on se rend compte que dans les 6 000 emplois, en fait, comme c'est un port à conteneurs, eh ben, c'est les fringues qui sont dans les conteneurs qui vont être accrochées dans un supermarché à Pau. Ben, c'est un emploi qui va être créé là-bas, mais pas localement. Donc c'est ce port à conteneurs le projet va mettre au mieux 1 500 000 camions sur les routes de l'agglomération dunkerquoise. Un camion toutes les 30 secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça n'est pas possible dans une région où on a le taux des cancers des voies aérodigestives le plus important de France aujourd'hui. On meurt très tôt sur l'agglomération dunkerquoise. Donc voilà, c'est la cohérence aussi de se dire on ne veut pas ce modèle de développement, on s'oppose malgré la difficulté sociale. Et quelle transition on met et qu'est-ce qu'on fait pour générer de l'emploi? Parce qu'il faut bien que ces personnes retrouvent du pouvoir, non pas du pouvoir d'achat, mais du pouvoir de vivre. Il faut payer ses factures aussi. Et ben c'est là où le politique a toute ça, et la politique de l'État, puisqu'il y avait le rapport entre la municipalité et l'État, que l'État doit jouer son rôle. Il est temps que le politique reprenne le pouvoir sur l'économie. Il est temps qu'on arrête de faire des courbettes à l'économie. Moi, j'allais dire à Paris... Quel est le problème à Paris, mais aussi dans toutes les autres villes de France? Éric en a un peu parlé tout à l'heure sur ces phénomènes de grandes régions, mais aussi le phénomène des métropolisations. Qu'est-ce qu'on fait derrière ça? On fait des régions ou des métropoles compétitives les unes par rapport aux autres, les régions compétitives, la France compétitive par rapport à d'autres pays européens et l'Europe compétitive par rapport aux autres. Et le reste, on s'en fout. Il faut que les entreprises soient compétitives. Mais les ouvriers qui sont chassés de la ville et qui doivent aller en banlieue pour habiter parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce que le loyer des villes augmente, parce qu'on y met de l'économie, les sièges sociaux des entreprises et que les cadres de ces entreprises, dont les loyers sont payés d'ailleurs par l'entreprise, eh ben, viennent augmenter le pouvoir d'achat, enfin le prix d'acquisition des logements, ben les gens n'ont plus de choix que d'aller à l'extérieur et de prendre leur bagnole pour venir. Et donc, quand on met la taxe sur le diesel, ben, ils doivent payer la taxe en plus de se taper 1h30 de transport pour venir travailler. C'est ça la logique. Donc moi, j'aimerais bien entendre, dans les candidats à différentes élections partout en France, pas spécialement à Paris, eh ben moi, j'arrête de développer ma ville. J'arrête d'attirer les entreprises. Parce que finalement, et j'ai le cas à Nantes, j'ai fait la même chose à Nantes. Nantes, c'est 6 000 habitants par an en plus. Comment ça change le quotidien des habitants qui sont là? À un moment, ils disent, nous, on a besoin d'espaces verts. Oui, non, mais les espaces verts, on en a besoin pour faire des logements, pour mettre des entreprises, etc. Donc, on se mord la queue quand on continue à développer nos agglomérations. Dans quel objectif? C'est pas pour le bien-être des habitants qui vivent là qu'on le fait. C'est pour être compétitif, pour avoir un prix de la valeur locative qui augmente, etc. Mais on s'en fout. Et le citoyen, dans cette approche-là, c'est bien ça qui est problématique. Et c'est ça qui nous met dans la difficulté, dans la période de crise qu'on vit aujourd'hui, crise climatique,
climatique, crise sociale, crise énergétique, crise démocratique derrière. Et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. C'est notre modèle de développement, c'est l'aménagement du territoire en France, et c'est le modèle de consommation. On est tous là avec nos portables ce matin. Moi, je relisais, c'est Piron, c'est ça, celui qui a écrit les métaux, là, le bouquin sur les métaux. Les nouvelles technologies, c'est 50 fois plus de gaz à effet de serre que l'aviation. Et on nous parle des villes numériques, et on nous parle du développement de tout ça. Franchement, est-ce que ça améliore notre quotidien? Est-ce que ça améliore notre bien-être? Est-ce que ça nous permet de mieux vivre? Non. Il faut qu'on remette en cause aussi notre modèle, le modèle dans lequel on vit. Je repensais tout à l'heure même ces phénomènes de métropolisation, et le fait qu'on regroupe tout, c'est aussi les centres. Voilà, les complexes cinématographiques qu'on fait en périphérie ou dans le centre des grosses agglomérations. Mais toutes les salles, moi j'ai le cas chez moi, j'avais un cinéma avant, il a fermé parce que c'est un grand complexe cinématographique. Et maintenant les gens sont obligés de prendre leur bagnole pour aller au cinéma, alors qu'avant il y avait le cinéma du village, le cinéma de la ville qui vivait là. Et c'était bien comme ça, les gens y allaient à pied, ça créait du lien social sur la ville, c'était extrêmement confortable. Voilà, je voudrais qu'on ait en tête que ce modèle dans lequel on est, qui nous permet d'être mieux, plus compétitif, de nous attirer un PIB qui augmente, etc., c'est notre poison, en fait. C'est ça dont il faut qu'on se dépare aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que tous ensemble, on réagisse, que les citoyens prennent conscience de ça. Et là aussi, les maires ont un rôle à jouer, fassent de l'éducation populaire pour déconstruire, en fait, tout ce schéma dans lequel on vit, tout ce modèle de développement, pour mettre l'accent et surtout proposer des solutions alternatives. Nous, on a choisi, sur l'agglomération dunkerquoise, je suis vice-président au transport, je l'étais avec le président de la communauté urbaine de Dunkerque, on a choisi de faire la gratuité des transports en commun sur l'agglo. C'est un choix politique fort. Aujourd'hui, on a plein de gens qui ont revendu leur deuxième bagnole, ça leur rend 4 800 € par an de pouvoir d'achat, mais c'est aussi du pouvoir de vivre, parce qu'il y a moins de bagnoles sur les routes. Ça va nous permettre de revégétaliser plein d'espace, parce qu'en fait, on gagne de l'espace sur la voiture derrière. Alors on me dit, oui, mais ça coûte cher. Toute politique a un coût, tout service a un coût. Ouais, la santé aussi, c'est un coût. Et on ne paye pas le prix de la santé. Et heureusement. Et l'éducation, c'est un coût. Et on ne paye pas le coût de l'éducation. Mais c'est des politiques publiques, c'est du bien commun. Le transport fait partie de cela aujourd'hui. C'est un choix politique qu'on a fait. Il y a des choix politiques qui peuvent être faits partout en France. Mais on a besoin de cette cohérence. Et là où on peut influer dans les collectivités, moi, je suis passé maintenant, on est à 80% d'énergie renouvelable sur la ville. On achète de l'électricité verte, on achète du gaz vert. On sera à 100% l'année prochaine parce que je coupe toutes les chaudières de la ville parce que je vais me servir de la chaleur qui chauffe les petits oiseaux aujourd'hui pour chauffer les équipements de la ville. Et je vais faire une économie de 250 000 €. J'ai réduit l'éclairage public de ma ville. J'ai réduit de 500 000 € la facture annuelle de l'éclairage public sur la ville. Et cette somme-là, on l'a affectée à un fonds social qu'on a appelé le minimum social garanti, ce qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté à Grande-Synthe grâce à cette économie d'énergie. On fait de l'écologie sociale et c'est là où je dis l'écologie, elle n'est absolument pas punitive, elle est populaire avant tout. Merci. Bien, merci beaucoup. Ce qu'on vous propose, puisque le temps court, c'est de prendre quelques questions, 4 ou 5, quelques questions ou remarques, en vous demandant à chacun d'être très bref, et puis chacun de nos intervenants fera un mot de conclusion, en leur demandant là aussi, à eux aussi d'être brefs. Alors, je vais passer le micro. Juste petit cas pratique. Monsieur Villani doit nous quitter d'ici 8 minutes. Donc, on va peut-être continuer le débat question après. Mais Monsieur Villani, est-ce que vous voulez peut-être conclure avant de nous laisser? Peut-être s'il y a dans l'audience une ou deux questions qui me sont adressées spécifiquement, je les prends en priorité. Alors, question pour Monsieur Villani, au hasard. Le monsieur lève la main depuis tout à l'heure. Oui, bonjour messieurs. Monsieur Villani, il y a quelque chose qui est complètement impopulaire et dont on ne parle pas. Moi, je suis ravi d'apprendre que Grande-Synthe, par exemple, rase son industrie, ou en tout cas a été victime de raser son industrie, parce que
on a un problème d'érosion de la biodiversité, on a un problème d'érosion des sols, on a besoin de désartificialiser les sols. Donc ça veut dire qu'on doit densifier dans Paris, on doit dédensifier dans les banlieues, donc toutes les banlieues effectivement populaires devraient venir dans Paris, au détriment de la voiture. Donc si on regarde Paris vu du dessus, il y a ce chiffre que 50% de l'espace au sol est dédié à la voiture. On peut remplacer les voitures par de l'artisanat, si ce n'est pas trop bruyant, si ce n'est pas trop polluant. On peut remplacer les voitures par du logement. Et effectivement, ce sera peut-être un peu moins confortable pour les gens en zone urbaine, mais c'est un enjeu majeur pour permettre à la biodiversité d'arrêter son érosion et au sol d'arrêter son érosion. Et ça, dans le monde politique, personne n'en parle parce que c'est fondamentalement impopulaire. Et pourtant, ce serait peut-être bien plus populaire de dire des choses impopulaires que de dire des bêtises et de ne pas y arriver. Voilà. Une autre aussi. Voilà, une autre question concrète pour Monsieur Villani, très rapidement. On essaye de faire paritaire, je suis désolé. C'est bien. Très bien. Oui, alors moi d'abord je m'excuse parce qu'on n'a pas le même niveau d'études pour pouvoir condenser comme ça une pensée en quelques minutes. Mais la question, je vais rebondir sur celle des sols. Je suis un petit peu... On a eu du mal, nous le public, à pouvoir circuler dans l'information et la contre-information. Et finalement, on arrive à la conclusion que le maire de la Grande-Saintie évoquait, de la métanation et de la multinationale qui vient opposer au territoire des lois dont vous parlez assez peu, finalement. Parce qu'en fait, vous parlez beaucoup de l'émission de carbone, vous parlez beaucoup de la voiture. Moi, j'ai pas demandé à être sur la tribune. Et donc, pour autant, on ne parle pas de qu'est-ce qui absorbe le carbone et d'autres phénomènes qui provoquent probablement à grande échelle des dérèglements climatiques dont on parle assez peu parce qu'on a l'impression, vu du public, que ça ne permet pas la même emprise sur l'individu, car par exemple le transport de marchandises, qui est quand même une question liée aussi à l'alimentation, est assez peu évoquée dans vos discours. Un petit peu de localisation par là, un petit peu de végétalisation par-ci. Quelles sont les vraies politiques de résilience territoriale qui peuvent mettre en œuvre des questions d'écologie qui tiennent compte que c'est la masse organique qui absorbe le carbone, qui tiennent compte qu'il faut absorber l'eau et pas permettre l'érosion, qui tiennent compte d'autre chose que de nos porte-monnaies. Merci beaucoup. Quelques éléments de réponse. Densité. Ouais, il y a aussi un fait, c'est que Paris, c'est la métropole la plus dense de l'Occident, la ville la plus dense de l'Occident, pardon. 20 000 habitants au kilomètre carré, vous trouvez ça nulle part ailleurs, ni à New York, ni dans aucune, sauf dans certaines capitales asiatiques, et que les Parisiens ont déjà le sentiment, et à juste titre, d'être dans un environnement extraordinairement dense. Je parlais tout à l'heure du TEP Ménilmontant du 11e arrondissement. Vous voyez, vous vous baladez dans le 11e arrondissement, vous voyez bien ça. Et un besoin aussi pour les Parisiens de garder de la connexion à la nature. Et ça se comprend. Et si on dit, OK, on va entasser tout le monde, tous les habitants possibles dans un périmètre étroit afin de garder de la place pour les sols ailleurs, ça va amener une qualité de vie qui sera juste inacceptable. Maintenant, évidemment qu'il y a un équilibre à trouver et qu'il faut aussi protéger des sols, c'est sûr. Député de l'Essonne, ça a été le premier sujet sur lequel j'ai dû organiser les débats pour l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, l'efficacité de la zone naturelle de protection agricole, de la zone de protection naturelle agricole et forestière, 2450 hectares. Et ça a mis des années aux associations à discuter avec l'État pour sanctuariser, pour discuter exactement quel était le chiffre. Et vérifier que les règles de protection sont bonnes, que ça permet le développement, que ça donne des possibilités pour le développement de l'agriculture de proximité, des AMAP, des circuits courts. Oui, ça fait partie des choses importantes, fondamentales. Et il ne faut pas opposer dans ce domaine, je dirais, les bons et les méchants. Il y a la nécessité dans le plateau de Saclay de trouver la bonne coexistence et même la synergie entre d'une part le développement scientifique
et innovation et technologique, et d'autre part, le développement des champs de l'agriculture, le développement des usages sur un territoire qui est encore beaucoup trop céréalier et pas du tout assez maraîcher par rapport à toute la demande qu'il y a dans la région. Et chaque fois que quelqu'un me dit « Plateau de Saclay, c'est la Silicon Valley de l'avenir de la France », je dis « Non, c'est aussi un grand endroit d'agriculture ». Et il prendra son identité et son projet que quand on y pensera comme les deux à la fois, avec une synergie entre l'innovation, la recherche et l'agriculture sur place. Et ça aussi, ça fait partie des thèmes que j'ai sur ma table en tant que président du comité consultatif. Vous parlez de... On regarde la banlieue. Pour l'instant, le problème, c'est aussi qu'on a un développement économique, désolé d'employer le mot, dans la banlieue, qui dans bien des zones de banlieue, n'est pas au niveau qu'il devrait être. Et si on veut résoudre le problème des transports, l'intérêt d'être sur une zone ramassée, c'est d'éviter le bilan carbone des transports qui aujourd'hui est terrible. En revanche, si on arrive à avoir, je dis bien à l'échelle métropolitaine, le bon équilibre, développement économique, logement, là on aura gagné. Avec des centres de travail qui s'installeront partout en métropole, y compris pour être en dehors de Paris et pour arriver à s'installer dans la banlieue, des habitations qui seront proches. L'image qui est triviale mais que j'aime bien utiliser, c'est l'œuf sur le plat qui est actuellement, pour caricaturer, l'agglomération parisienne. Sur le plat, là où le jaune, là où les choses se font, le blanc, là où il y a le tissu d'habitation et tout ça de la majorité, on veut passer à l'omelette, où tout le monde, idéalement, à grande échelle, se retrouve à proximité de son lieu de travail et où on n'oppose pas les questions de développement économique et de développement de l'écologie. Alors évidemment, c'est vrai, il y a des garde-fous à mettre. La zone de protection en est un. Et partout, il faut aussi veiller. En zone de protection naturelle, c'est assez violent. On se donne des règles très contraignantes, tellement contraignantes à vrai dire, qu'on n'arrive même plus des fois, même quand les acteurs locaux, les associations d'entretien des parcs, les communes sont d'accord pour faire un aménagement qui est important pour l'écologie, même quand c'est comme ça, la loi de protection est tellement forte qu'on n'arrive pas à trouver le mécanisme gouvernemental, institutionnel par lequel on agit. Et protéger, on a besoin. Entre parenthèses, monsieur le maire, je ne sais pas à qui vous faisiez allusion pour un élu parisien qui a soutenu EuropaCity, mais en tout cas, ce n'était pas moi. Et je me suis réjoui publiquement quand le projet était abandonné, tout en notant bien qu'on est là aussi sur un territoire qui est très encéréalier, sur un territoire dans lequel il y a eu une création de zones de protection naturelle et forestière bien plus importante que celle du territoire de Saclay. De mémoire, c'est de l'ordre de 16 000 hectares, et sur lequel la question se pose, maintenant que c'est protégé, vraiment, comment on l'utilise, c'est quoi l'aménagement qu'on fait, et là aussi, qu'est-ce qu'on veut en faire pour le développement économique de proximité, pour le maraîchage, pour la mise en place, pour la mise en valorisation de ce territoire, triangle de Gonesse, aussi bien du point de vue de l'agriculture que du point de vue de l'économie. Je voudrais faire un dernier commentaire. Ah oui, sur la question des sols. Ben oui, non, mais si, la biodiversité, c'est un sujet phénoménal en France et partout ailleurs, où on voit que l'extinction de biodiversité, la chute de biodiversité, elle se fait maintenant aussi dans des territoires qu'on aurait pu croire préservés. L'été dernier, j'étais passé quelques jours de vacances chez mon ami Edmond Baudouin, dessinateur. Chaque fois que je parle de lui, il veut bien que je précise qu'on n'est pas dans les mêmes bords politiques, puisque lui est un militant communiste de longue date, mais on a grand plaisir toujours à discuter de la marche du monde, et il me disait, parmi les choses qu'il effrayait, les grandes promenades dans les forêts de Villars-sur-Var, où il vit depuis qu'il est petit, et quand il voit combien, sur les quelques dernières années, dans ces endroits où il n'y a pas un passant ou un passant par jour, la biodiversité, les insectes se sont effondrés ces dernières années, on se dit qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train d'arriver à l'échelle de la Terre entière. Mathieu Orphelin me disait récemment à l'Assemblée, la lecture des rapports des collectifs internationaux sur la biodiversité, c'est peut-être la seule qui est encore plus déprimante que celle des rapports du GIEC. Parce qu'on est dans l'extinction de masse
la plus grave qu'il y ait eu depuis 65 millions d'années, tout simplement. Et là non plus, il y a encore quelques années, on pouvait discuter pour savoir si oui, là, c'est juste plus discutable. Et on a le devoir de le gérer aussi dans toutes nos politiques locales d'aménagement sur les questions d'érosion des sols, sur les questions de biodiversité dans la ville, et ça va être quelque chose d'énorme. Je veux dire un dernier mot par rapport à ce qui a été dit. Écologie populaire, c'est très vrai. Et le grand piège qu'on peut avoir pour l'écologie, c'est de la confiner, soit de la confiner à des réunions d'experts, soit de juste la maintenir sur les aspirations et les idéaux. Les deux sont très importants, mais on a besoin de combiner les deux. Et quand je dis ça, on a besoin aussi de partager le regard des experts avec le plus grand nombre. Vous parliez à juste titre de l'importance des cinémas indépendants, des petits cinémas face aux grands complexes. C'est aussi pour ça que dans le temps, j'ai été amené à fonder un ciné-club au cinéma Grande Action pour précisément mettre ensemble des experts et les spectateurs, tout le monde qui veuille être là après un film pour débattre des grands enjeux de société. Isabelle Gibalardi, la grande prêtresse parisienne du cinéma indépendant, est d'ailleurs l'une des personnalités les plus actives dans mon équipe sur les créations du programme culture. Et cette idée de partager les sciences à tout le monde, dans mon parcours personnel, j'ai été l'un de ceux qui, en France, en mathématiques en tout cas, l'ont porté le plus. La politique se joue dans le contact. Ouais, non, c'est vrai, vous pouvez vérifier. La politique se joue dans le contact entre les experts, les politiques et les citoyens à tous les niveaux. C'est mon credo. Et c'est pour ça aussi que dans la gouvernance de Paris, j'ai proposé la mise en place de cette agora citoyenne pour remplacer bien des comités existants. Une moitié de citoyens tirés au sort, 3/4 parisiens, 1/4 banlieusards, car l'avenir de Paris se joue avec la banlieue, 1/4 d'experts, 1/4 de représentants des corps intermédiaires, pour débattre, instruire les débats publics, prendre toutes les propositions de pétitions qui viennent de la base et dire sous quelle forme il faut le faire, si c'est un référendum, en l'inscrivant sur la table du Conseil de Paris et en lui donnant des pouvoirs actifs, bien plus actifs que ce qu'ont aujourd'hui les comités consultatifs de démocratie participative. Démocratie de demain, elle sera participative et active aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Villani. On vous libère. On va peut-être continuer, nous, le débat pendant 10-15 minutes, si ça vous va, avec le reste de nos intervenants. Donc, alors, je prends des questions. Au fond, si vous vouliez que je dise plus un sujet par rapport au sol et tout ça, et puis aussi une statistique pour évoquer, vous parlez de... Oui, il y a plusieurs façons de mesurer l'impact carbone d'un territoire. L'un, c'est ce que vous émettez directement dans le territoire. L'un, c'est tout ce qui est consommé pour alimenter le territoire. Et encore un autre, c'est toute l'empreinte qui est générée par le territoire indirectement, aussi par voyage et tout ce que vous voulez. L'alimentation est un cas typique où on n'a pas les bons chiffres souvent. Le plat qui est dans votre assiette, en moyenne, typiquement, il a parcouru 660 km, au sens où c'est la moyenne pondérée, toutes les distances des aliments qui l'ont constitué. Évidemment que ça fait partie de l'empreinte carbone massive, même si on n'y pense pas forcément. Évidemment que diminuer ce trajet, ça fait partie des grands enjeux qui ne sont pas directement dans la tête de ce qu'on a, mais qui s'inscrivent dans les indicateurs normalement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, oui, allez-y. Bonjour, je me présente Nils, je viens de collectif Paris Bascule. On est là pour créer, faciliter, amplifier la transition et on a des outils justement pour... je vais transmettre ce qui se dit là. J'ai des questions qui viennent après une synthèse qui me vient, que j'ai faite avec des outils qu'on a en infographie. Ce que j'ai pu comprendre sur l'ensemble, c'est qu'il y avait un diagnostic partagé sur l'ensemble, a priori, que la difficulté c'était sur le chemin à accomplir pour atteindre des objectifs qui sont aussi partagés avec des solutions qui sont partagées par vous tous. Le problème du chemin, visiblement, c'est l'acceptation populaire et les oppositions. Et comment on crée un chemin désirable et fait de plaisir. C'est ce que je comprends. Hein. Sur l'ensemble, je ne pense pas me tromper.
Mais alors, il y a une question qui me vient, que je voudrais soulever et mettre en intelligence collective si possible. C'est par rapport au diagnostic. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment partagé et est-ce qu'on est sur un discours de vérité réelle sur l'état actuel des choses? Nous, on le voit de façon pratique en éducation populaire via la fresque du climat et Renaissance écologique, le choc que produit cet outil de pédagogie et d'éducation populaire. Et est-ce que vous pensez que, en tant que pour rendre compte d'une écologie populaire, il faut agir sur ce levier de la vérité qui peut être anxiogène, bloquer et créer aussi des oppositions? On va prendre 1, 2, 3, 4 questions et puis un mot de conclusion à chacun de nos intervenants. Alors, est-ce qu'une femme veut prendre la parole? Loïc. Oui, bonjour, je m'appelle Loïc. Il a été évoqué en fait un certain nombre de choses concernant l'écologie, mais notamment en fait pour répondre à des contraintes ou des préoccupations par rapport à l'emploi, l'alimentation, le logement. Or en fait tout ceci c'est pour répondre à des besoins qui sont nécessaires pour des gens, mais n'a pas été évoqué en fait justement ces gens pour moi, à savoir en fait la notion de démographie. Quand on répond à des besoins en fait c'est aussi en termes de quantité. Et n'a pas du tout été évoquée cette question démographique. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots, s'il vous plaît? Et j'aurais bien voulu éventuellement que M. Villani reste, parce qu'en tant que député de la Nation, c'est une question qui relève des grandes échelles. Merci. On en prend une autre? Oui, monsieur. C'est sûr qu'on n'a que des questions d'hommes, là. J'en suis désolé. Hein. Oui, bah c'est sûr qu'à titre individuel, vous ne pouvez pas changer grand-chose, mais c'est juste un appel collectif à la foule parce que c'est quand même singulier. Bah oui, je pense que vous pouvez, si jamais il n'y en a pas d'autres, effectivement. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, j'en suis désolé. J'y peux rien non plus, vous voyez, je suis pas... la tribune n'est pas particulièrement paritaire et comme je ne peux pas y faire grand-chose moi-même, c'est pas à titre individuel, c'est juste à titre collectif. Je pense que se forcer à avoir effectivement des questions garçon-fille en alternance, c'est pas mal. Et dans la pratique, en fait, ça marche à l'usure. À l'usure. Alors, j'ai pas encore posé ma question. Je voulais simplement vous demander, là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus qui se dégage dans ce que vous dites tous. Vous avez le sentiment qu'il faut aller vers plus de décentralisation pour opérer une vraie transition écologique à l'échelle du pays. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressortait de vos propos, Monsieur Piolle, il m'a semblé. Et moi, je le partage avec vous. Hein. L'État, effectivement, il a organisé sa propre impuissance d'une certaine manière dans le domaine. En plus de ça, il y a plein de verrous réglementaires qui existent aujourd'hui, notamment sur la production et la distribution d'électricité. Les collectivités ne peuvent pas le faire comme elles l'entendent. Donc, forcément, pour développer tout ce qui est éolien, solaire, etc., bah, ça pose des problèmes assez évidents. Et j'ajouterais juste un second exemple. Aujourd'hui, effectivement, les collectivités, elles ont plein de compétences stratégiques par rapport à la transition écologique, ça c'est certain. En revanche, l'État a toujours du mal à donner une dimension un peu prescriptive ou contraignante aux outils qu'ont les collectivités. Moi, je pense à un plan, mais c'est un plan parmi d'autres. Là, c'est le plan air, climat, énergie territorial, par exemple. Ce truc-là, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un au niveau de l'appareil d'État, il vous dit oh, c'est un plan blabla, ça sert à rien. C'est quand même surprenant. Enfin, on a un nombre considérable de schémas, d'outils, etc., dont l'État se dit qu'à la fin, il produira aucun effet. Enfin, moi, je trouve ça assez singulier quand même. Je voulais avoir votre avis sur cette question justement de la décentralisation. Voilà. Et désolé de ne pas être une femme, encore une fois. Un dernier, non, pas de dernier, ou dernière, oui, devant, allez, devant. Une intervention féminine, c'est ça? Devant, oui. Ah bah oui. Comment on se retrouve? Moi, je suis super contente d'être une femme alors ce soir. Et donc, je voulais poser la question de l'intelligence collective. Parce qu'en réalité, parmi les revendications populaires en ce moment, il y a celle du RIC, il y a celle de ce que M. Villani a évoqué en termes de diversité et de débat.
toute une mise en œuvre qui permet quelquefois, avec des dispositifs justement et des experts, d'aider les collectivités territoriales et les mairies à prendre en compte des avis, entendre, générer des solutions. Vraiment, je pose la question de l'intelligence collective. Comment vous la situez dans vos engagements et est-ce que vous avez envie de cheminer vers quelque chose qui s'apparente au progrès suisse? Voilà. Merci. Donc Yves Marignac, puis Éric Piolle, mais en leur demandant d'être un peu court, oui, si c'est possible. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais peut-être commencer par la question de l'État qui a du mal à donner une dimension prescriptive. En fait, il a du mal à le faire à son propre niveau, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui notamment une loi pour la transition énergétique par la croissance verte, dont l'État, quand il traduit ça en scénario dans la réflexion sur ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, donc le plan à long terme qui doit permettre d'atteindre la neutralité carbone, l'État conclut que son scénario qu'il appelle « avec mesures existantes », donc avec les mesures prises dans la loi et tout ce qui en découle, ne permet pas d'atteindre les objectifs. Et donc il réfléchit aujourd'hui à un scénario qui s'appelle « avec mesures supplémentaires », mais ces mesures supplémentaires, elles sont dans le scénario, mais elles ne sont pas dans la vraie vie et dans les vraies lois. Donc il y a d'une manière générale un enjeu majeur à ne pas faire que se fixer des objectifs à long terme, ne pas faire que se donner des prescriptions de papier, mais effectivement à mettre en œuvre des politiques qui vont avec. Et je pense qu'on a largement évoqué deux champs dans lesquels ça se joue. Le premier, c'est celui de la prise de conscience et de la volonté collective de faire. Et le deuxième, c'est le champ de l'économie. Alors sur la prise de conscience, tout à l'heure, quelqu'un posait la question du discours de vérité et de savoir si on a un diagnostic partagé. Moi, j'ai le sentiment malheureux que notre société, elle est en fait de plus en plus polarisée sur la question. C'est-à-dire, on a d'un côté une mobilisation très forte, notamment autour de l'urgence climatique, de la jeunesse engagée pour le climat. Greta Thunberg a fait beaucoup comme symbole pour vraiment accélérer ça, mais on a de l'autre côté, parmi nos éditorialistes, dans le champ politique également, des gens qui s'opposent de plus en plus violemment à ça, des gens qui attaquent nommément les personnes qui réclament plus d'action au nom de l'urgence climatique, et des gens qui en fait sont dans l'idée que le progrès technique va venir nous sauver et qu'il n'y a finalement pas besoin de se poser la question d'un changement de société. Et ce clivage-là, moi je le sens de plus en plus polarisé et de plus en plus violent. Et c'est voilà, une vraie préoccupation. Je n'ai pas de réponse à ça. Simplement la réponse est que peut-être le niveau des collectivités, par rapport à l'intelligence collective à laquelle vous appeliez, le niveau des collectivités est peut-être celui auquel on peut concrètement, autour d'un projet qui fait sens localement, non seulement du point de vue écologique, mais vous avez complètement raison, du point de vue social évidemment aussi, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut retrouver de l'intelligence collective et une forme de consensus, ou en tout cas de convergence suffisante pour engager l'action au bon niveau. Et l'espoir, c'est que ces initiatives et ce changement de l'imaginaire au niveau local fassent effectivement un jour remonter un vrai changement d'imaginaire au niveau national. Mais là, on a l'enjeu du niveau économique, qui est le deuxième champ dans lequel ça se joue. Et là, on voit bien, je finis là-dessus, qu'entre la capacité d'action locale sur le tissu économique local et ce qui se joue dans le national, voire le multinational, on n'est pas dans la même cour et que c'est extrêmement compliqué pour les collectivités d'agir. Je lisais hier un article sur une étude, je ne suis pas allé la vérifier, donc je ne sais pas si ce chiffre est totalement juste, mais qui disait un emploi créé par Amazon, c'est 2,2 emplois détruits dans le commerce traditionnel. Je pense que ce chiffre a de fortes chances d'être juste. Et ça démontre bien à quel point ce qui se joue à travers la mondialisation a un effet délétère sur lequel il est difficile d'avoir prise, non seulement au niveau local, mais même au niveau national. Et derrière ça, il y a une vraie question de savoir comment l'État, parce que je ne pense pas que ce soit les municipalités qui puissent le faire, comment l'État intervient dans le champ économique, intervient pour changer les modèles économiques des grandes multinationales qui aujourd'hui créent de la valeur en détruisant de la ressource. Et il y a aussi, derrière la transition énergétique, l'idée
de faire, alors j'aime bien le terme anglais, c'est des sunset et des sunrise policies, donc des politiques d'aurore. Il y a des nouvelles activités à développer, les renouvelables, la rénovation thermique, etc. Mais aussi des politiques de crépuscule, accepter la nécessité du déclin de certaines activités économiques et mettre en place au niveau de l'État les accompagnements nécessaires. Et l'exemple que vous avez donné, Monsieur Carême, en est évidemment une illustration. Il y a des enjeux très forts également de ce côté-là sur l'articulation entre le national et le municipal. Merci, donc Éric Piolle. Oui, je vais essayer de lier toutes les questions. La question du diagnostic, est-ce que le diagnostic est partagé? Non. Le diagnostic est partagé, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. Ça oui. Mais par exemple, si je prends juste une étape d'après, si on parle de la situation de l'emploi, le diagnostic n'est pas partagé. C'est central quand même la question de l'emploi. On nous annonce 10% de chômage. Bon, plus ou moins, je ne fais pas les plus ou moins 1% de cancre, hein, mais grosso modo 10% de chômage. Si vous regardez aujourd'hui les personnes qui en France sont au chômage total ou en situation de sous-emploi massif, c'est 8 millions de personnes. Si vous regardez aujourd'hui les personnes qui sont salariées du secteur privé, c'est-à-dire l'Eldorado des politiques gouvernementales, hein, le salariat privé, quand c'est pas Uber, si vous regardez le nombre de salariés du secteur privé qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, c'est 15 millions de personnes. Donc vous voyez bien que le diagnostic là-dessus, il n'est pas partagé, puisqu'on nous dit, grosso modo, le système, ça va bien, il faut un peu de croissance du PIB, puis à la cool, ça va y aller. Et évidemment, si vous posez les termes autrement en disant, il y a 15 millions de salariés du privé qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, et on dit que grâce à nos politiques économiques, sans changer le système, on va faire rentrer les 8 dans les 15, vous vous rendez bien compte que n'importe qui va vous dire que ça ne tient pas debout. Voilà. Donc le diagnostic n'est pas partagé. Il n'est pas partagé non plus sur les causes. C'est-à-dire que on peut, même ceux qui partagent le fait qu'il y a une crise sociale majeure, une crise environnementale majeure, eh ben, il n'y a pas de diagnostic partagé sur les causes. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que ok, le système capitaliste il va bien, ok, la finance internationale ça va bien, ok, tout ça ça va bien, et que bon, il faut gérer des petits aléas, libérer la croissance et faire assouplir les règles du marché de l'emploi, faire de la croissance verte, etc., et que tout ira bien. Donc il n'y a pas de diagnostic sur les causes. Les causes, il y en a qui pensent que c'est cette société de surconsommation et ce modèle ultralibéral qui produit la crise sociale et environnementale, et d'autres qui disent que non, au contraire, si on allait jusqu'au bout et qu'on libérait, tout irait mieux. Donc il n'y a pas de diagnostic partagé sur les causes. Il n'y a pas de consensus non plus sur la dimension de décentralisation. Alors il peut y avoir là, dans l'expression de M. Villani, mais l'expression de M. Villani, c'est une expression personnelle. Il fait partie d'un mouvement, La République En Marche, dans lequel il n'y a aucune démocratie, aucun moyen pour ses adhérents d'exprimer une idée, de la faire valider, de la faire trancher. Donc finalement, c'est une entreprise avec un seul mec qui pense à la tête, Macron. Donc moi, quand j'ai des mecs de La République En Marche qui viennent m'expliquer qu'ils sont de gauche, qu'ils sont pour la transition, qu'ils sont pour machin, en fait, je m'en fous. Vous êtes salarié d'une entreprise et le seul qui a voix au chapitre, c'est le patron. Donc, ou bien vous me dites que, en fait, vous changez les règles et vous allez avoir un débat démocratique avec des votes à l'intérieur de La République En Marche pour voir comment on tranche les questions, ou bien finalement, ce que vous me racontez, c'est comme un salarié de chez Monsanto qui viendra m'expliquer que lui, il est super écolo et qu'il travaille pour le bio. C'est cool, mais en fait, je m'en fous. Voilà. Donc, il n'y a pas de consensus sur la décentralisation. Et on est en train de vivre ça. Et je mettrai même un point supplémentaire, c'est que nous vivons l'inverse. C'est-à-dire que la loi, aujourd'hui, on nous dit pour les questions écologiques qu'il faut faire sur l'initiative individuelle, le consensus, pas d'écologie punitive, blablabla. Mais pour le secret des affaires, donc protéger les multinationales, là, il faut la loi. On ne peut pas dire non, on va tous se retenir, le secret des affaires, on va arrêter les journalistes, ils ne vont plus dévoiler, machin, tout ça. Non, là, il faut la loi pour protéger les multinationales. De même que dans les traités transatlantiques, le CETA, le TAFTA, et à chaque fois, ce qu'on nous met, c'est une justice au service des multinationales, où les multinationales peuvent nous attaquer parce que nous mettrions en danger leur capacité de profit. Et c'est pour ça que dans l'autre sens, nous, on ne partage pas ça du tout et on est plutôt en train d'essayer d'installer une justice climatique.
Et donc oui, on attaque Total avec des collectivités de l'Aude qui vivent des inondations, avec Bayonne, avec Grande-Synthe, etc. Oui, Grande-Synthe attaque le gouvernement parce qu'il ne respecte pas l'accord de Paris. Oui, effectivement, il faut mettre en place une justice climatique plutôt qu'une justice des multinationales. Donc le consensus sur la décentralisation n'est pas partagé du tout. Et donc, je finirai sur comment réagir à cela, puisque de fait, pour l'instant, on est loin d'avoir le pouvoir, hein, et puis on est éparpillé façon Pulse, donc on voit que même aux européennes, finalement, on arrive à pousser, à articuler, à laisser Macron s'installer un duel Macron-Le Pen. La démocratie, fondamentalement, c'est un entraînement. Donc il nous faut nous entraîner pour nous prouver à nous-mêmes qu'on peut changer et que ça marche sur le terrain. Voilà. Et il n'y a rien de mieux que l'échelle municipaliste pour faire cela, parce que quand vous faites de l'agriculture urbaine, eh ben vous faites quelque chose. Quand à Grenoble, nous avons mis en place un plan d'investissement avec notre entreprise locale de distribution de gaz et d'électricité, parce que nous, on n'est pas chez Enedis, on a mis en place un plan d'investissement pour qu'en 2022, nous couvrions 100% de nos besoins électriques, l'équivalent de 100% des besoins électriques des Grenobloises et des Grenoblois, par une énergie 100% verte, ni fossile, ni nucléaire. Et donc, les gens, au bout d'un moment, ils sont fiers de cela. Ils sont juste fiers du bien commun. Fiers on a viré Indigo et EFIA des parkings privés. Là, cette année, on vient de les reprendre dans une société d'économie mixte. Alors, c'est pas parfait, on n'est pas en régie, hein, mais on a un partenaire industriel. En l'occurrence, c'est EFIA. Mais on avance, on crante. Voilà, on a écarté de la tête des entreprises locales les actionnaires privés qui fournissaient les PDG. Donc pour notre compagnie de chauffage, maintenant on a un salarié qui est un salarié de l'entreprise et plus un salarié de Dalkia prêté. Et pour notre entreprise d'électricité et de gaz, eh ben, on n'a plus un salarié d'Engie, mais on a un salarié de l'entreprise. Et on grignote petit à petit les biens communs sur un terrain et un territoire qui a son histoire, puisque c'est l'histoire de la remunicipalisation de l'eau, hein, qui date d'il y a 20 ans. Et qui est en plus très symbolique, et encore plus symbolique maintenant, puisqu'on a l'éternel retour de Carignon qui donc a été corrompu pour des histoires d'eau, et l'eau, après cette privatisation à la Lyonnaise des Eaux, a été remunicipalisée, notamment grâce à des procès des écologistes. Donc voilà, la démocratie est un entraînement, et ce que nous faisons, je terminerai par cela, nous avions installé l'équivalent d'un prémisse de référendum d'initiative citoyenne, ça s'appelle une votation citoyenne, donc le droit pour les citoyens de déclencher une votation. Nous avons été attaqués par le gouvernement Macron, nous avons perdu en première instance, nous sommes en appel, parce que, 3 raisons, nous ouvrions le droit de vote aux plus de 16 ans, donc aux mineurs, nous ouvrions le droit de vote à l'ensemble des résidents, quel que soit leur statut, qu'ils soient étrangers ou pas, inscrits sur liste électorale ou pas, et nous disions que nous nous soumettrions aux résultats de cette votation, c'est-à-dire nous déléguions notre pouvoir sacro-saint d'élu aux habitants. Pour ces 3 raisons, nous avons perdu en première instance. C'était avant les Gilets jaunes, peut-être qu'après les Gilets jaunes, on ne sait pas, on peut rêver, peut-être que le gouvernement va retirer sa plainte en disant non, en fait on a déconné, c'est pas mal d'expérimenter autre chose pour la démocratie, on ne sait jamais. Mais donc, ouais, la démocratie est un entraînement au quotidien, et c'est comme ça que ça avancera. Et les diagnostics ne sont pas partagés, l'analyse des causes n'est pas partagée, et les solutions qui sont mises en place aujourd'hui, c'est un rouleau compresseur ultralibéral qui avance. Et nous, à nous de créer finalement une vision inspirante et une mythologie positive ensemble, alternative. Merci Monsieur Pial.